J'ai envie de dire que le que fait la police, surtout compte tenu que la syndicaliste policière qui peut être là n'est pas là, c'est pas seulement la question de la police, des flics et du maintien de l'ordre. C'est judicieux de l'élargir à ce qui est l'ensemble de la police sociale, c'est-à-dire comment, dans une société de domination au pluriel, la classe dirigeante dans ce pays puis dans l'autre entend mater, corseter, on appelle ça comme on veut, les quartiers populaires. Peut-être quelques points juste pour introduire, que je connais assez bien cette question qui plus est, c'est que je crois que la Première ministre et le dernier conseil interministériel des villes ont montré que, une fois de plus, l'État n'avait rien compris à ce qui s'était passé avec les émeutes. Une fois de plus, c'est le traitement sécuritaire, répressif et policier qui est préféré à tout autre. Et puis, une fois de plus aussi, on désigne les quartiers populaires comme étant un des boucs émissaires de tout ce qui ne va pas, de beaucoup de ce qui ne va pas dans la société. Mais j'ai presque envie d'aller plus loin. En tout cas, moi, je l'analyse comme ça. Ce n'est pas forcément la position globale d'ensemble, mais on est là pour parler, pour discuter de tout ça. Je pense que dans la guerre de classe qui est engagée, d'abord, c'est pas je pense, je constate que les quartiers populaires sont en première ligne. Ils sont en première ligne quand il y a un problème de ligne de bus, ils sont en première ligne quand il y a quelques jeunes qui s'énervent parfois de façon très juste en bas de leur escalier ou devant une mairie ou un commissariat. Je constate quand même qu'il y a beaucoup plus d'agents de soi-disant forces de l'ordre à l'individu dans les quartiers populaires qu'il y en a dans les bourses, par exemple. Et puis on peut constater que quand on analyse un peu de près les mesures qui sont proposées par Elisabeth Borne, c'est quand même un nouveau tour de vis et une nouvelle attaque contre les classes populaires qui est engagée, y compris la mesure qui prône qu'on arrête de mettre des pauvres avec les pauvres, est une mesure qui prétend, qui renforce encore les politiques de peuplement. Les politiques de peuplement, ça veut dire que les classes dominantes décident pour les classes dominées, ce que doivent être les classes dominées, quel est leur espace territorial et où est-ce qu'on... Alors je ne vais pas utiliser des mots qui pourraient être mal compris, mais où est-ce qu'on les envoie promener venant de Saint-Denis, je peux vous dire qu'on voit assez concrètement comment tous ceux qui pourraient gêner pour les JO, on leur demande d'aller voir ailleurs, au QTF éventuellement à l'appui, ou bien 100 balles et 2 billets pour le Stade de France pour ce qui concerne les étudiants dont on va réquisitionner les résidences universitaires. Voilà. 100 balles plus 2 billets, même si c'est très cher les billets des JO, c'est quand même pas très cher payé le dédommagement d'une réquisition de chambres d'étudiants, même à 9 mètres carrés. Voilà. Donc, je ne vais pas être beaucoup plus long, simplement, donc je vais évidemment commencer par écorcher leur nom. Donc Tarek Kaouzi, qui est à ma gauche, donc qui se présentera lui-même, comme ça évite de dire des bêtises. Et puis, plutôt que Mohamed Mesmash, qui sont dans la même mouvance, si on peut dire, donc Marwan Baraka, qui est de mon autre côté, donc à votre gauche, à vous. Tout le monde est à gauche, tout ça va pas très bien. Voilà. Je ne sais pas lequel des deux commence. Marwan, Tarek. Le plus jeune, il commence. Allez, hop. Donc moi je me présente, je m'appelle Marwan Baraka, je suis de Montpellier. Donc aujourd'hui, j'en remplace Mohamed Mesmash au pied levé. Mais pour être très bref, moi j'ai milité dans une structure à Montpellier, un collectif qui s'appelait Justice pour le Petit Bar, qui militait en faveur de la rénovation urbaine des quartiers. Et j'ai également été au Forum social des quartiers populaires, qui était un réseau plus large, national, avec notre ami Tarek Kaoutari. Et aujourd'hui, je suis à la coordination nationale Passe en nous, et également membre de la commission participation citoyenne présidée par Mohamed Mesmash. Et à ce titre-là,
travailler sur des propositions pour favoriser la participation des habitants. Donc voilà, pour ce qui est, on va dire, mon parcours, très bref. Pour, effectivement, bon, aujourd'hui, bon, vous avez suivi les événements qui ont eu lieu fin juin, qui ont ébranlé la France et qui attendaient où voilà, les acteurs politiques attendaient, les habitants attendaient une réponse. Voilà. Quelle va être la réponse du gouvernement? Alors, dans un premier temps, c'est-à-dire le mot d'ordre, le CIV, le Conseil interministériel des villes, qui réunit le Premier ministre ainsi que l'ensemble des ministres, c'est-à-dire se sont réunis le 29 juin pour on va dire, aborder la question des émeutes. Il en est ressorti la chose suivante, il en est ressorti que la priorité était le maintien de l'ordre, le retour à l'ordre, qui peut s'entendre, je pense que voilà, l'ordre est sans ordre, on ne peut rien faire, à la rigueur, ça peut s'entendre, sauf que on pensait qu'on allait sortir de cette phase de maintien de l'ordre, de cette logique sécuritaire, c'est-à-dire de cette logique sécuritaire. Or, aujourd'hui, avant-hier, vendredi, il y a eu un autre CIV, un autre Conseil interministériel des villes, et donc là, on attendait, on s'est dit, bon, peut-être qu'il va y avoir une énième proposition, ou une proposition phare, ou quelque chose qui va mettre en branle, on va dire, les acteurs qui agissent dans les quartiers populaires. Or, toujours rien, quelques petites mesurettes, D'ailleurs, Bruno Le Maire, qui est ministre de l'économie, l'a bien dit dès cet été, il a dit « Nous ne mettrons pas un euro de plus dans la politique de la ville ». Et de l'autre côté, on avait Gérald Darmanin qui dit « Sécurité, sécurité, sécurité ». Donc la réponse des émeutes, ça a été pas de budget supplémentaire, et alors que la démographie dans les quartiers populaires augmente, alors que les besoins augmentent, alors que la précarité augmente, eh bien la réponse a été le statu quo et le retour sécuritaire. Or, ce paradigme selon lequel on va mettre davantage de sécurité, je pense que c'est, et je pense que nous sommes nombreux à le penser, c'est une impasse. C'est une impasse politique. C'est une impasse politique parce qu'on ne pourra pas mettre un flic derrière chaque citoyen, premier élément. Et deuxième élément, on dit aux flics dans la commande publique, c'est pour ça que moi je déplore un petit peu l'absence de la syndicalisme, mais on leur dit ben, tout est prioritaire. La lutte contre le trafic de drogue, c'est prioritaire. La lutte contre les violences conjugales, c'est prioritaire. La lutte contre les petites incivilités, c'est prioritaire. Et au bout du bout, on se retrouve avec des forces de l'ordre ou un corps policier qui se retrouve, on va dire, pressurisé par la commande politique et qui, en dernière instance, donne lieu, on va dire, à des déviances policières. Et parfois même, voilà, on a des policiers qui se retrouvent acculés, qui se retrouvent à commettre l'irréparable, volontairement ou involontairement. Ça, c'est à la justice de le déterminer. Et aujourd'hui, on se retrouve face à une crise, c'est-à-dire du rapport police-citoyen, et notamment du rapport jeune-citoyen. Et moi, je dirais même, on se retrouve même dans un rapport de défiance d'une partie de la jeunesse face à l'autorité publique, de manière globale. Et le tout sécuritaire ne réglera pas, on va dire, cet état de fait. Et je pense que aujourd'hui, la réponse, la véritable réponse à donner à cette crise-là, elle est de deux ordres. Elle est sociale, premier élément, et elle est également démocratique. Parce que les gens, on ne peut pas dire à un moment donné, on ne peut pas fustiger la crise de l'engagement associatif, la crise de l'engagement syndical, la crise on va dire, de la participation politique lors des échéances électorales, mais de l'autre côté, dire on reste pareil, on ne fait rien, on n'implique pas les habitants dans le processus de décision publique et on ne fait rien. Nous, moi en tout cas, de par mon engagement au sein de la commission, c'est de dire, bon voilà, même si on sait, on n'est pas dupe qu'à un moment donné, des propositions que nous, en tant que commission, nous ferons, n'engagent que nous-mêmes. Et on le voit au plus près, que finalement, ils se contrefichent de toutes ces questions-là.
Et alors que le facteur clé de succès pour sortir de cette situation-là, il est démocratique et social. Social, c'est-à-dire par des politiques sociales fortes. Aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, on a de plus en plus de familles monoparentales, on a, on va dire, une inflation galopante qui use le pouvoir d'achat des uns et des autres, et en dernier instant, on dit, on a un besoin de logement d'urgence, on a un besoin de logement social, il y a tout un tas de besoins qui aujourd'hui ne sont pas assouvis, et qui font que la situation continue à se précariser. Et donc, s'agissant finalement de la question démocratique, le postulat c'est le suivant, c'est de dire si on veut lutter contre le populisme, si on veut lutter contre cette crise de l'engagement, si on veut lutter contre tout ça, il faut donner du pouvoir aux gens. Il faut responsabiliser les gens, et il faut faire participer les gens au processus de décision publique chez eux. C'est-à-dire, il faut qu'on pose la question aux gens dans leur quartier, qui sont dans les quartiers populaires, ou dans des milieux bobos, ou même dans des milieux ruraux. Il faut faire avec les habitants. Il faut faire avec les habitants pour construire la société de demain. Et c'est parce que si on n'implique pas les habitants, au premier rang desquels la jeunesse, on ne leur dit pas, ben voilà, venez, donnez votre avis, exprimez-vous, dites ce que vous pensez de la situation, on ne luttera pas contre tous les maux qui nous touchent actuellement. Et je vais finir mon introduction sur ce point-là, et je vais laisser la parole à mon ami Tarek Aoutal. Bonjour, moi je m'appelle Tarek Aoutal, j'ai 61 ans, ça fait depuis 1980 personnellement que je milite dans les quartiers. Pour moi c'est une priorité. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, voilà, chacun il a son karma, je sais pas quoi, voilà, ses trucs. Et puis, je ne vais pas faire un discours genre global et tout ça, mais bon, je connais un peu des gens qui sont ici. J'ai participé à deux universités d'été, à l'époque c'était la base, tout ça, quand c'était en construction, tout ça, avec des gens. On a déjà parlé, parce que bon, à l'époque, on était au MIP, au mouvement d'immigration de banlieue, au forum social des quartiers populaires, et puis il y avait des discussions. Il y a des gens qui étaient chez nous, qui étaient aussi à la page, d'essayer d'entreprendre un débat entre un groupe politique ou un mouvement politique qui essayait de dépasser un peu le cadre habituel de la gauche, et puis ce qu'on faisait, nous, pareil. Donc, il y a toujours eu un conflit, moi depuis que je suis militant, il y a toujours eu un conflit avec les gens de gauche, avec le Parti Socialiste, avec le Parti Communiste, avec la NCR à l'époque, avec le NP après, avec toujours. Il y a toujours eu, et j'ai l'impression que c'est comme si on n'arrivait pas à dire c'est quoi le problème, c'est comment ça peut se faire autrement. Comment on peut faire la politique ensemble, comment chez vous, comme ailleurs, il peut y avoir des gens militants de la cause des quartiers qui se sentent à l'aise comme des poissons dans l'eau et tout ça. C'est pas le cas, on va pas se mentir. C'est la vérité, c'est pas le cas. Que ce soit, c'est pas... Le dernier exemple, c'était les élections présidentielles de l'année dernière. Moi, je fais partie d'un groupe de gens qu'on a appelé à voter Mélenchon parce qu'il n'y avait pas de choix. Et oui, il y avait aussi. Bon. Et puis, il s'appelle On s'en met. Donc voilà, on a fait le truc, voilà. Et puis, quand on prend un peu de recul, on regarde, parce que j'ai l'impression que entre le problème de la diversité et le problème de l'égalité, les gens ils ne comprennent pas. Ça veut dire c'est comme si nous on ne vient pas toquer à la porte de la République pour qu'il y ait plus de diversité. Pas après on trouve des noms à chaque truc. Ouais, discrimination, intégration, machin. Non, on demande des trucs simples comme l'égalité, voilà, tout. La justice, l'égalité. Bon, le thème aujourd'hui c'est violence policière, tout ça, les révoltes urbaines, tout ça. Mais en fait, les révoltes urbaines, c'est les conséquences de déni, comme disait Marwan tout à l'heure, déni démocratique, mais aussi parce qu'on ne répare pas le préjudice.
Je vais vous donner un exemple très simple. Quand on fait des rénovations urbaines ou quand on a l'impression qu'on nous fait un cadeau. Nous, on avait créé à l'époque une association qui s'appelait Justice pour le petit bar. On l'a appelé Justice, pourquoi? Parce qu'on a réfléchi à ça, c'est pas par hasard. Parce que bon, par rapport à un problème de logement, tout, appeler l'association Justice, c'est un peu bizarre, tu vois. Mais en fait, on a réfléchi, on dit non. S'il y a aujourd'hui une rénovation urbaine ou quelque chose qui est fait, c'est parce qu'il y a une injustice qui a été commise envers les gens avant. Et que cette injustice, il faut qu'elle soit réparée. Et donc, c'est pour ça qu'on est revendicatif, et c'est pour ça qu'on demande plus. Tu vois, on demande vraiment quelque chose. On demande. Alors, les gens ne comprennent pas. Alors, ils disent, mais qu'est-ce qu'il y a? On fait des trucs pour eux, tout, et puis ils gueulent toujours. Oui, oui, c'est comme ça. Je vais vous donner un autre exemple, c'est un peu similaire. Lors, les gens qui se mobilisent sur la question de la reconnaissance de l'esclavage ou de la reconnaissance de la traite négrière et de la responsabilité de la France, que la France reconnaisse, pas que la France, voilà, reconnaisse. Et la proposition qui leur a été faite, c'est de dire, bon, on va faire une journée, on va célébrer l'abolition de l'esclavage. Et eux, en face, pas tous, mais là, ceux qui étaient un peu, qui tenaient la route, disent non, il n'y a pas que, non, pas genre la République, elle va se gausser de dire, ouais, on célèbre l'abolition parce qu'on a été capable. Non, mais il y a des victimes avant. Donc pour réparer un préjudice, non pas en termes de réparation financière, mais reconnaître. Ça veut dire reconnaître, ça veut dire des choses. Voilà, c'est un parallèle un peu pour dire d'où on part, quoi. Moi, d'où je pars, c'est comme ça. Moi, ce que je constate, c'est que les partis politiques de gauche, depuis maintenant 40 ans, ils n'ont pas d'alternative sur la question des quartiers. C'est ça que je leur reproche en premier, personnellement. Moi, je parle en mon nom personnel. Hein. C'est ça que je leur reproche. Je leur reproche pas, je cherche pas à ce qu'ils nous le racisme, c'est dégueulasse, ouais, ça, machin, on l'a vu avec les autres racismes, ce que ça a donné, tout ça, machin, c'est une chose. Donc, je cherche pas ce truc-là. Avec le Parti communiste, le gros problème qu'il y avait, c'est que comme ils traitent la majorité des mouvements sociaux, pour eux, il y a des mouvements sociaux, c'est des trucs presque personnels, et eux, c'est le collectif, c'est eux qui vont déterminer la politique, comment ça se passe, tout, machin, c'est eux qui vont être en face, c'est eux qui vont être les patrons, quoi. Nous, on leur dénie ça. Et on s'est opposé dans la banlieue rouge et ailleurs, aux gens du Parti communiste, qui par ailleurs avaient des mesures qui étaient plus sympathiques que la droite, c'est la vérité, sur la question sociale et tout ça, on va dire ce qui est, mais ce truc-là, de nous traiter à égalité réellement, c'est-à-dire que nous, on est là, genre, c'est pas tu me ramènes un plat déjà tout préparé d'avance et moi je dois juste mettre les légumes, tu vois. Non, non, je veux concevoir ce truc-là. Je veux que les gens, à travers nous, on parle des gens, comme on parlait tout à l'heure, on veut concevoir ça. Et c'est le problème qu'il y a, pas avec vous, pas envie de vous attaquer vous ici, c'est le problème qu'il y a avec les groupes de gauche et tout ça, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que, bon voilà, pour beaucoup de partis de gauche, il n'y en a aucun pour qui les quartiers c'est une priorité, c'est la vérité. Sinon, on les verrait dans les quartiers. Sinon, vous iriez, vous prenez votre sac et puis vous allez là-bas, et puis vous toquez à la porte des gens, tac tac, ouais, mais c'est pas bien que tu ne participes pas aux élections, c'est important, il faut être acteur, il faut dire son point de vue, tout ça, et puis tu peux même être un homme ou une femme politique, tu peux faire des choses et tout ça, normal. Moi, hier, je réfléchissais, qu'est-ce que tu vas raconter ici? Je me suis dit, tiens, nous, qu'est-ce qu'on fait en fait? Moi, en fait, ça fait les associations de quartier, les mouvements des quartiers, vous savez ce qu'ils font depuis 40 ans, depuis très très longtemps? Ce que tout le monde y parle après 20h, lors du jour des élections. Ils disent oui, c'est pas normal, il y a 50%, 60% de gens qui votent pas, que ça désintéresse de la politique. Mais nous, où on a perdu nos pas? On a perdu nos dents, on a perdu voilà, où est-ce qu'on a perdu toutes ces années, notre jeunesse et tout ça? Jonathan, en fait, toute notre action, c'était de dire aux gens, non, vous n'êtes pas là que pour pleurer, et que pour dire, ouais, l'Amérique, salaud, ouais, bon, Israël, salaud, je sais pas quoi, tu vois. On n'est pas là, on n'est pas des victimes, des sérielles victimes. On doit être aussi responsable par rapport à nos enfants, tout ça, par rapport aux plus jeunes et tout ça, mais aussi par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on doit avoir une responsabilité, c'est-à-dire notre responsabilité sociale, c'est aussi d'agir et tout ça.
Et donc, c'est quoi? C'est dire aux gens, bah, c'est ouvert la politique, c'est aussi pour vous. C'est ouvert, vous pouvez faire ça, on peut faire des associations, on peut faire des réunions, on peut occuper, on peut faire des manifestations, on peut faire ceci, et on a le droit à dire, et vous êtes valable pour votre point de vue, il est valable. Et de l'autre côté, on voit des gens, par exemple, dernièrement, c'est les gens des défis, tout ça. Ils n'arrivent pas à comprendre. Nous, on a discuté avec eux pendant 6 mois. C'était récent, c'était l'année dernière. Hein. Parce qu'on a appelé à voter Mélenchon, après on discutait avec les Bompard, les Aubenon, les Clémentine Autain, les machins, tout. On les connaît, tu vois. On les connaît parce que moi, je les ai croisés dans mon parcours militant. Clémentine Autain, je l'ai croisé avec vous d'ailleurs. Aubenon, je l'ai croisé avec Théo NPA. Des gens, on l'a croisé et tout. Alors, on discute avec eux, on leur dit, bon, écoutez, si vous voulez qu'on fasse une alliance même temporaire, hein, comme il existe le Pax, hein, voilà, on va faire un truc, eh ben, il va falloir que vous changiez, parce que moi j'ai vu, on voit leur programme, et on peut le regarder, hein, le programme sur les quartiers, hein, moi je le vois, hein, c'est nul, mais c'est d'une nullité, c'est un truc, mais vraiment c'est nul. Oh, la gauche, l'extrême gauche, les gens qui veulent une alternative politique, ils ne sont pas capables de dire autre chose que juste améliorer les trucs contre lesquels on s'est battu. Conseil citoyen, conseil de quartier. Les trucs, ça veut dire juste qu'on les remodèle un petit peu pour dire on met notre couleur et tout. Oh, c'est les programmes qu'il y avait dans les années 80. Vous devez, vous et d'autres, la gauche, changer de logiciel et réfléchir les quartiers en proposant des alternatives. Vous proposez des alternatives écologiques, on est d'accord? Vous proposez des alternatives sociales, vous proposez des alternatives sur la question féministe et tout ça. Mais pourquoi il n'y a personne qui propose des alternatives politiques sur la question des quartiers? C'est-à-dire, quand on va aux élections, ben on propose une alternative. On propose quelque chose, on me dit non, ça ne marche pas. On propose quelque chose. Il n'y a pas de réflexion sur ça. À gauche, moi, je n'en connais pas. C'est mon petit peu moi. Moi, je les connais. J'ai parcouru, hein, il y a des gens comme un témoin ici, hein, parcouru tout l'arc de la gauche, de l'extrême gauche et tout ça, pour entendre. Oui, bon, on nous entend sur les violences policières. Moi, je vais venir, je vais pleurer, oui, Aïssa Haït, Youssef Chahi, Abdelnabi, celui-là, il peut tuer. J'ai plus envie de parler de ça, personnellement. Ça ne m'intéresse plus de parler de ça. C'est pas la peine. Les choses, elles se font, elles se font. Et puis, on sait très bien, vous savez, la police, elle est au-dessus. Voilà. Et puis, bon, pour les gens dans les quartiers, c'est plus facile. Pour les plus pauvres, c'est plus facile parce qu'ils n'ont pas de représentation. Vous connaissez, vous pouvez théoriser ça mieux que moi. Le problème, c'est comment on travaille ensemble. Sur quelle base? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Qu'est-ce qu'on peut faire avec vous et avec d'autres? Qu'est-ce qu'on peut? C'est quoi le truc? Donc, moi, je pense que voilà, c'est un début de... C'était très bien parti. Non, voilà, je n'ai pas envie de faire... on ne va pas vous casser la tête à coup de machin, parce que moi je suis un bavard, je peux parler pendant 10 heures et tout ça de suite, c'est pas de problème. Mais bon, on a envie de nous mettre des trucs, tac, tac, tac. Mais bon, pour moi, la question, c'est vraiment celle-là. Quand on parle de déni démocratique, il y a un véritable déni démocratique dans les quartiers. La politique de la ville, c'est quoi? C'est une gestion à part de ces quartiers, avec des spécialistes qui sont dans les mairies, machin, spécialisés dans la préfecture, ils ont des spécialistes, machin. L'autre, ils ont un délégué du préfet. Il n'y a jamais eu autant de gens qui travaillent sur les questions des quartiers, mais ça n'a jamais été aussi pire. C'est quand même bizarre. Il y a des gens qui sont capables. Moi ça y est, c'est bon, je suis à la retraite, tout. Enfin, je suis à la retraite. Je n'ai pas d'aspiration personnelle, politique ou quoi que ce soit. J'ai une carte de séjour à l'heure d'aujourd'hui. J'ai périmé entre parenthèses, mais bon, c'est pas grave, c'est pas un problème. Mais je veux dire que je me sens ici chez moi, entre parenthèses, d'autre part. Hein, je veux dire, je suis ici chez moi. La France, c'est chez moi, voilà, c'est tout. Que j'ai une carte de séjour. Enfin, ça, je demande d'autorisation en personne. Voilà. Mais je veux dire que il y a des potentiels dans ces quartiers-là. Il y a des réels potentiels. Mais c'est dur, c'est très dur. Pourquoi c'est très dur? La gauche, elle nous a fermé la porte, ce qui a permis aux islamistes, on va dire des mots purs, tu vois, mais vraiment, on va parler avec des mots pour cacher tout ça, je veux dire des populistes, des gens, machin,
de pérorer et tout ça. Nous, on était la chance de la gauche. Moi, j'en fais partie. Il y en a plein qui en font partie. Mais comme la gauche, elle fait avec des opposants dans les pays d'origine, elle a fait la même chose ici. Elle a fait la même chose et après ça, pourquoi tous ces gens, pourquoi, genre, ils nous ont trahis. Genre, on les a aidés, on a créé SOS, tout ça, on leur a donné un petit peu, tu vois, comme ça, et puis ils nous ont trahis, maintenant ils vont tous dans les mosquées et tout. Ben, c'est normal, vous n'avez pas su leur vendre vos idées, vous n'avez pas su vendre des idées aux gens, les gens ils ont envie d'avoir quelque chose qui va au-delà, ils ont envie de la politique, c'est pas simplement un truc de business, c'est aussi, il y a du spirituel, il y a du, voilà, ils veulent aller plus loin. Donc, moi je pense que nous on a fait des trucs là, l'Arzac, machin, les forums sociaux européens, les forums sociaux locaux, régionaux, on a été dans les discussions avec les uns et les autres, en 2005, en 2003, en 99, avant, machin, on a fait cet effort-là d'aller voir, de discuter avec les gens, de proposer comment dire, une alliance. Le silence, on ne passe pas le silence, l'oubli, ça veut dire. Et puis, il y a Nanterre, et puis il y a Clichy-sous-Bois, et hop, en fait, venez, viens parler, viens, s'en fout. C'est pas dans ces conditions-là qu'on va parler. On parle pour tout, on parle pas. Pour moi, les violences policières, c'est pas la priorité des quartiers. Pourtant, moi je fais partie des gens qui à l'époque, il y a des gens qui peuvent me témoigner ici, qui à l'époque, c'était pas à la mode les violences policières, c'est pas du tout à la mode. On a amené cette question-là sur la place publique et tout ça, à travers des affaires. Il y a 25 ans, il y a 30 ans, je vous parle, et je peux vous donner... Voilà. Donc, mais les gens, c'est un tout. Et les gens, c'est un tout. Où vous estimez, nous estimons ensemble, la gauche estime que ces quartiers sont, comme tu disais tout à l'heure, tu disais oui, social, pauvre, ouvrier, tout ça, mon truc, la classe ouvrière, tout ça, ok, mais on n'a pas l'impression. On n'a pas l'impression, on a l'impression qu'il y a une frontière. On a l'impression que, voilà, qu'il y a des militants politiques, par exemple, je suis de Montpellier, moi, il y a des militants politiques, par exemple, aujourd'hui, des filles, je sais pas quoi, ils ne passent pas le truc, tu sais, ils ne viennent pas, ils ne sont pas habitués, alors qu'ailleurs, ils le font. Donc, c'est un problème. Nous, on leur avait proposé de faire une formation ensemble, de s'informer ensemble, de se tenir par la main, de faire ensemble et dire, venez, nous, on va où vous voulez aller, pas de problème, on va dans une université, dans les trucs un peu culturels, un peu au niveau, il n'y a pas de problème, tout. Ben, venez avec nous, soyez partie prenante des luttes que les gens y mènent. C'est comme ça que les gens ils vont vous reconnaître et c'est comme ça que tu peux lui vendre ta sauce. Enfin, ce que tu veux. Tu peux lui dire, voilà, non, mais c'est le problème de marxisme, de je sais pas quoi, de ceci, de cela, de ça, de discuter la vie et tout, machin. Après, il y aura un échange et tout ça. Donc, voilà, je suis un peu truc là, pour le débat, voilà. Merci beaucoup. Bon, là, j'ai pas manqué de questions qui est posée au milieu de l'année, là. Tu dis, vous, la gauche, et nous. Moi, je me dis, il y a 40 ans, j'étais dans une organisation d'extrême gauche, et il y avait beaucoup de mixité dans l'organisation, y compris même suffisamment de femmes pour qu'on ait revendiqué, par exemple, un groupe, des réunions non mixtes, et que les copines d'origine maghrébine aient dit mais nous on veut faire un sous-groupe de copines maghrébines dans le groupe. Et voilà, on s'est un sous-groupe. Donc ce que je veux dire simplement c'est que on était ensemble. Et quand on a fait des campagnes sur les quartiers, on les a fait ensemble. Alors peut-être que quand tu parles de la gauche, on a été aussi une critique par rapport à la gauche parce qu'on était à l'extrême gauche. Peut-être qu'on a sûrement fait beaucoup d'erreurs. Mais en même temps, il y a quelque chose qui s'est cassé. Aujourd'hui, on s'est un peu séparés et je pense que la responsabilité, elle est des deux côtés parce que il y a eu des nouvelles générations aussi au niveau des gens qui venaient de l'immigration. On a peut-être milité avec des gens, mais on n'a pas su militer avec leurs enfants. Je ne sais pas, voilà. Je trouvais que c'était un peu plus complexe que vous et nous, la gauche. Mais c'était pour lancer le débat, c'était très bien, t'as raison de lancer le débat. Moi, je me demande pourquoi on a cassé. Si on peut se répondre, comme ça, moi, je ne connais pas, mais je parle pas, vous m'entendez.
pas. J'ai traîné mes guêtres dans tous les cas, dans plein de quartiers. Dans la région lyonnaise, par ici, dans la région parisienne. Et franchement, c'est rare, mais je vois rarement qu'il y ait des débats politiques comme celui-là dans ces quartiers. Bon, ça parle. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont déserté ces quartiers. C'est pas les quartiers sont des déserts politiques. Non, c'est pas comme ça. Il y a des hommes et des femmes politiques dans ces quartiers-là qui font des choses. Qui vont du sport à la culture, en passant par la défense des intérêts des gens, passant par la question du logement, etc. Mais il n'y a pas, vous ne venez pas dans un quartier dire ensemble, je dis n'importe quoi, ensemble, ou machin, dire voilà, ok, et ben vous allez vous apercevoir que pour qu'il y ait des gens, il faut qu'il y ait une habitude de travailler avec eux. J'ai une confiance, parce que même nous on fait un truc, tout, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent, hein. Donc il faut un travail. Et donc, c'est ça. Moi je dis, est-ce que c'est des territoires comme les autres? Ou est-ce que vous-même, la gauche elle a intégré, c'est des histoires, c'est des territoires à part? Et moi je ne dis pas que la responsabilité est que sur les autres, genre, ben, je comprends vous, parce que vous êtes devant moi, les autres, je n'en parle même pas. Voilà. Donc, nous on se pose la question de la transmission. Comment ça se fait qu'aujourd'hui les gens sont plus dégoûtés de la politique qu'avant? Comment ça se fait qu'aujourd'hui que Darmanin il menace, ou là je sais pas quoi, toute la droite, toute la gauche, une partie de la gauche, elle menace de mettre la double peine à tout le monde, qu'il n'y a pas des groupes qui se lèvent et tout ça? Moi je fais partie d'un groupe, on a monté le comité national contre la double peine, et on a rassemblé des tas de gens, on a fait des manifestations, on a occupé des bateaux, bon bref, peu importe, je ne vais pas faire le héros et tout ça, c'est pas la peine, c'est pas le problème. Moi simplement, je vous dis que si on... enfin, qu'il y ait 2000 personnes ou 3000 personnes qui aillent en Syrie, des quartiers, tout ça, machin, ça a quand même vertige dans votre tête, à tous, pas spécialement à nous. Ça fait quand même une désespérance qui est arrivée à un tel point. Dans les risques, il y a 10 fois plus de morts que de violences policières. Bon, ça doit faire quelque chose. Que des jeunes, bon, on va dire comme les autres jeunes, tout ça, qui est plus. Donc, c'est des territoires. Comme le Front National, ils ont dit quoi? Ils ont dit qu'il y a des territoires qui sont abandonnés par la gauche ou abandonnés par X, Y, Z. Ben ils ont été. Là, il y en a un bon mot, là. Bon, ben on dit que allez, j'accepte le mot. Ok, les quartiers, ils sont abandonnés. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que la gauche, elle fait? Il suffit de faire juste dire la police tue et dire non, le Hamas, c'est pas un groupe terroriste pour avoir les voix des gens. On les a pris pour des clochards, on les prend pour des gamins. C'est pas sérieux. Moi je parle de Mélenchon, en l'occurrence de la LFI, je parle pas de vous. Mais je veux dire que c'est pas un coup de slogan, Nous on n'est pas les preneurs d'affiches de personne. Moi je parle comme ça, parce que moi, quand je reviens, vous savez, je reviens dans le quartier, les gens me prennent pour un politicien, toi. Là, non, pourquoi? Bon, comme je fais des trucs terre à terre et tout ça, bon, ils sont sympas, c'est sympa, tranquille et tout. Mais, ils disent, ouais, mais ça sert à rien, on s'en fout, tu vois. Ça sert à rien, on s'en fout, ça sert à rien, on s'en fout. Moi, je comprends ça tout le temps. C'est ça que je vous dis. Et moi, je suis mort de ça. Je suis mort, c'est bon. Les gens, les vieux, là, les anciens, tout ça, qui ont essayé de faire ça, ben c'est bon, ils sont fatigués, on les a crevés. Les politiques clientélistes qu'il y a, qui sont menés par ces... les ont crevés. Et donc, ils appellent à l'aide, au secours. Oh, c'est le sort de tout le monde qui est en jeu. C'est la France là-bas ou c'est pas la France? Ou alors, c'est pas le ministère de la Ville qu'on va envoyer, c'est le ministère des Affaires étrangères. Donc, voilà, donc c'est ça que je suis en train de vous dire. Et que c'est en cours, ça, la désagrégation. Parce que 2005, 90, Carlos Sauvage, moins, 2005 c'était plus, 2023 c'était plus. Moi je vous dis que ça peut aller beaucoup plus loin. Ça peut aller beaucoup plus loin. Et je crains ça, et j'ai peur de ça. Et c'est parce qu'on a peur de ça, et parce qu'on ne veut pas que nos enfants ils subissent ce que nous on a subi, que je parle comme ça. Que je me permets de genre vous faire la leçon, voilà, en quelque sorte. Mais ne le prenez pas comme ça, moi je le fais en toute humilité, j'ai fait ce que j'ai pu, mais je pense que c'est bien de parler cash, de parler normal. C'est pas des trucs prévus à l'avance, tu vois, genre je vais vous dire, oui, Naël, bon, la manifestation le 23 septembre, c'était bien, tout, on s'est retrouvés, tout le monde s'est retrouvé. C'est du bluff tout ça, c'est du bluff. Parce que s'il n'y a pas de culture dans ces quartiers, si on ne trouve pas une certaine connaissance et tout ça, on n'y arrivera pas, tous ensemble. Ça veut dire tous. Moi, le sort des gens qui sont dans les zones qui disent la urbaine, pas urbaine, dans les campagnes et tout ça, moi, ça me touche. Moi, ils me ressemblent. Les gens
Par exemple, on a été faire un truc à Bédarieux. Bédarieux, c'est bon, un village, une intervention. Et puis la discussion qu'il y avait avec les gens, c'était un pardon, excusez-moi. Parce qu'il y en a, ils gueulent parce qu'ils disent que je freine trop. Il y en a deux là, et puis. Moi, je voudrais dire, chacun son expérience des combats et de ce qu'on peut faire. Bon, moi, je suis Saint-Étienne Trouvray, vous l'avez connu, mais par rapport au prêtre qui a été assassiné, mais c'était pas que ça, parce que les liens dans la ville étaient quand même costauds par rapport à ça. Et les liens dans la ville venaient d'abord de ce qui se passait dans les entreprises du coin, Kuhlmann ou les papeteries de la Chapelle, où finalement, ceux qui étaient émigrés, comme on disait, se retrouvaient avec d'autres, ils bouffaient ensemble. Bon, certains ne prenaient pas du vin, mais il y en a d'autres qui en prenaient beaucoup. Et donc, dans ce cas-là, ben, effectivement, il y avait des trucs qui se créaient, et j'ai le souvenir de luttes qui se sont passées, où finalement, les gens qui venaient d'Algérie, de Tunisie ou du Maroc n'avaient pas le droit à la retraite. Et finalement, on a trouvé un truc collectivement au niveau de la banlieue, de l'endroit, c'est qu'il y a une maison qui a été louée et toutes les boîtes aux lettres étaient avec les noms de ces personnes-là pour qu'ils puissent avoir le courrier pour toucher leur retraite, parce qu'on démontrait que c'était là. Et on était tous fiers de ce qu'on avait pu faire. Donc, il y a par rapport aux liens dans les entreprises, deux, je regrette, mais moi je suis astite. J'ai eu dans le quartier des gamins qui avaient du mal à parler, des parents qui avaient du mal à parler, et on a construit ça. Quand à un moment donné, on a eu une classe qui a été fermée, on a fait, il y avait une partie du quartier qui est allée voir l'inspecteur d'académie, on est allé à plusieurs, et il y a une maman qui n'avait jamais dit de truc, elle a interpellé l'inspecteur d'académie en lui disant « Monsieur de la calculette ». Il a cisaillé, parce que de fait, comme lui répondait sur la question uniquement du nombre, bon, et ça tisse des liens. Alors le problème, c'est que quand des liens se créent à un moment donné, ça ne peut pas garder à tout jamais, ça dépend de ce qui peut être fait. Et on avait refait des choses sur le marché pour faire signer sur des pétitions, mais surtout pour pouvoir noter sur la santé, d'autres sujets qui n'avaient pas été abordés collectivement. Donc moi je pense que le fait de retisser ces liens-là, de retravailler, même si c'est pas... Bon, c'est comme ça qu'on peut construire les lendemains qui chantent, j'exagère. Mais comment quand même le fait que, et quand on a eu effectivement l'assassinat du père Hamel, bon, c'est tout simplement, alors là c'est peut-être purement local, mais la maman de ce garçon, on l'a fait signaler à l'inspecteur. Mais évidemment, ça ne comptait pas. Il n'y avait pas assez de psy ou compagnie sur cette question. Et là, quand ça a été fait, un attentat a réussi à ressouder les liens, parce qu'on a réussi à un moment. Alors il y a des trucs compliqués. À un moment, on avait décidé de faire un repas collectif, et au repas collectif, je suis désolée, mais les femmes n'avaient pas le droit d'être à la table. Bon. Mais ça a été, on a réussi à tourner un peu, on a enlevé le vin, et puis ça permettait. Alors moi je pense qu'il n'y a pas de schéma directeur, mais le fait de tisser les liens, comme il disait, je ne sais plus son nom, voilà, et comment, d'avoir des discussions, pour pouvoir retisser ces liens-là, et qu'on n'ait pas une division. Et par rapport aux émeutes de ce qui s'est passé, je ne sais pas si vous êtes allés le jour ou le lendemain où il y avait des émeutes, où c'était au milieu des immeubles, et là, effectivement, on a pu discuter. Et à la MIEF, par rapport à ça, il y avait des gens qui étaient là, je n'ai pas d'emploi, c'est eux qui ne veulent pas m'en donner, puis d'autres, c'est tous mes papiers sont là, et je veux un emploi. Ben, à ce moment-là, il faut tricoter pour pouvoir arriver. Et moi, j'aimerais bien qu'on ait une vision large, ouverte, pas simplement en termes traditionnels. C'est pour ça aussi que dans la question quand il y a des meetings, les
Les gens ne s'y reconnaissent pas. Et moi, je pense qu'il faudrait qu'on échange plus sur ces questions pour se donner des moyens de, non pas d'avoir la clé pour tout, mais au moins de démarrer la machine. D'accord de dire que les quartiers populaires, on appelle ça comme ça, hein. Alors avant on disait banlieue, puis encore avant chaque fois, il n'y a pas de différence avec les autres territoires. Cependant quand même, il y a un truc qui est indéniable, c'est que c'est là qu'il y a le moins d'argent, et c'est là qu'il y a le moins d'argent public. Il faut bien qu'on se le redise. Politique de la ville ou pas, structurellement, c'est là qu'il y en a le moins, et de loin. Donc ça, il faut dégommer tout ce qui est dit au niveau national, et ce n'est pas normal. La péréquation, elle n'existe pas pour ces quartiers-là. Et ce n'est pas normal. C'est là en premier lieu qu'on ferme des hôpitaux, c'est là qu'on ferme des écoles, c'est là qu'on fait le moins d'infrastructures. Et après, on met un bidouillage qui s'appelle politique de la ville pour faire un arrosage des associations, et je leur en veux à aucune. Hein. Elles font ce qu'elles peuvent. Associations, corps intermédiaires de toutes sortes. Et là, moi, la dernière réunion, parce qu'on a fait quand même un truc qui s'appelle les assises des quartiers populaires à Lyon, on a essayé, avec Mohamed Begmash aussi, de remettre des gens là-dedans, en mode interpellatif avec la préfecture. Mais quand tu as un ministre de la ville qui n'est pas là, qui ne sait pas de quoi il parle, et puis après il change, et la nouvelle, le premier truc qu'elle fait, c'est de faire d'être dans le journal du dimanche. Je dis, on est mal barré, hein, les gars. Et l'annonce de dire qu'il y aura moins d'argent dans la politique de la ville, elle date déjà du début juillet, avant les émeutes, que j'appellerais d'ailleurs plutôt révolte, moi, mais bon, c'est un petit peu de détail, mais voilà. Et du coup, ils ont dit on va augmenter le nombre de quartiers politiques de la ville, là, mais avec le même budget. Donc avec moins, super. Donc ça, c'est annoncé. Et moi, la préfète de Rhône-Alpes, elle nous a dit, les quartiers politiques de la ville et l'argent qu'on met là-dedans, c'est pas une question de pauvreté. Ah bon? Elle nous a dit ça. Donc comme ça, moi, la couleur, elle est annoncée. Hein. Les critères de définition QPV, justement, c'est sur la pauvreté. Bah oui. Eh bien, elle nous a dit, texto, et cette nana, elle est bac plus 42. Hein. Donc elle s'est pas trompée. Hein. Moi, j'ai bien entendu, elle a dit ça devant tous les maires de la métropole de Lyon qui ont des quartiers politiques de la ville. Elle dit, la question de la politique de la ville n'est pas une question de pauvreté. Je l'ai bien noté celle-là. Donc, du coup, pour moi, ce qui est important aussi, c'est de faire toutes nos politiques habituelles, celles qu'on défend dans n'importe quel quartier, on doit les défendre dans les quartiers. Tu parlais d'alternatives, pour moi, c'est la même chose, mais la même chose avec des trucs en plus. Pas parce qu'ils y ont droit, parce qu'on met moins. Donc il faut mettre plus. Enfin, c'est une histoire d'équilibrage. Et après, on peut parler de tout. Et moi, par exemple, j'ai fait fin septembre un truc à Vénissieux avec des quartiers. On a parlé des gens des quartiers, surtout des femmes. C'est souvent des femmes maintenant qui se mobilisent. Je vous le dis, hein, les gars. Et voilà. Sur les questions de sécurité, sur les questions aussi de parentalité, de famille, de féminisme, etc. Elles s'engueulent entre elles, pas mal. Et je trouve ça très intéressant. Et là, j'y retourne, je sais pas, dans 15 jours, ça sera encore à Vénissieux, parce que des fois c'est à Vaud, mais là en ce moment c'est pas mal à Vénissieux. Oui, on peut parler d'écologie, on peut parler de mobilité, les mêmes trucs qu'on a vu dans le stage hier. La même chose, il n'y a pas de souci. Là-dessus, les gens, ils font de la politique comme tout le monde, c'est pas le souci. Par contre, on y est moins, parce que structurellement on y est moins, et parce qu'aussi on est faible. Les partis politiques, ils ne sont pas ce qu'ils étaient avant. Et les associations ne sont pas ce qu'elles étaient avant, mais ça c'est toute la société, et donc c'est encore plus grave là, mais c'est pas une spécificité pour moi des quartiers. En tout cas, je considère qu'il ne faut pas le prendre forcément comme ça, même si c'est difficile. Mais on va retrouver des poches de pauvreté aussi ailleurs, ou d'autres, voilà, et donc simplement, c'est plus dur. Et un autre truc que je constate, c'est que contrairement à la légende peut-être urbaine, il n'y a pas plus de dialogue dans les quartiers, il n'y a pas plus de solidarité dans ces endroits-là. Parce que les gens, ils en chient tellement, éventuellement, ils ont des réflexes de s'entraider ponctuellement. Je t'emmène les gamins à l'école, je te dépanne sur un truc, je te prête la voiture, voilà, des choses comme ça. Mais c'est pas vrai qu'il y a plus de dialogue et que c'est plus facile et qu'il y a une espèce de mayonnaise qui prend mieux. J'y crois pas du tout. Et dernier point, c'est que les vieux comme nous, je me mets déjà dans les vieux, même si en 82 j'avais 10 ans ou moins même, c'est qu'on a tous du mal, et même les anciens, par exemple, là on va fêter la 40 ans de la marche, on le fait avec les habituels, voilà, on a du mal quand même à atteindre les jeunes, c'est pareil qu'ailleurs, mais pas moins facile, quoi. Enfin, c'est, voilà,
Donc c'est aussi difficile de réatteindre et on repart de loin, y compris politiquement, y compris sur les questions religieuses, sur enfin voilà, tout ça. Parce qu'on est fait partout, y compris là. Il faut poser les questions du logement, il faut poser les questions des inégalités économiques, et comme il serait assez naturel qu'on le fasse, c'est-à-dire en partant de ceux qui subissent le plus ces inégalités-là, et donc éventuellement des territoires où ils résident, mais pas parce qu'on considère ces territoires comme différents d'ailleurs, parce que s'y concentrent les populations qui subissent le plus les difficultés en lien avec ça. Et ça permettrait de dire les choses. Je veux dire, il y a quand même une question qui là devrait être, quand on parle des violences policières et des territoires dits populaires, c'est en effet la question du racisme. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui sur la question du racisme, qui quand même, sur les dernières mesures, et j'en arrête là-dessus, qui quand même permet à vraisemblablement, si on va un peu vite, d'appeler l'opinion, de penser qu'il y a des parents qui n'en ont rien à foutre de l'éducation de leurs enfants. Et que du coup, il suffira de taper sur les parents pour qu'ils s'occupent de leurs enfants. Mais, je veux dire, si on n'est pas arrivé à faire penser aux Françaises et aux Français qu'en effet, les populations qui habitaient dans ces territoires étaient vraiment des gens très bizarres, très étranges, très différents de nous, comment on peut concevoir que des gens en aient rien à foutre de l'éducation de leurs enfants et préfèrent qu'ils traînent dans la rue et qu'ils disent de la drogue, etc., donc ils aillent à l'école. C'est parce qu'on a vraiment réussi à imposer ces gens comme des gens profondément différents du reste de la France. Et je pense que, y compris les poser en termes de quartier populaire, ça peut contribuer à marquer cette frontière, et je pense qu'il faut réintégrer ces questions à nos questions traditionnelles, les classes et la question du racisme. Quand il s'agit de gens qui vivent avec le RSA, ou avec moins que le seuil de pauvreté, pour prendre le plus largement, ça fait 9 millions de personnes, et ça ne fait pas partie de la discussion de classe à mobiliser contre la classe dirigeante. Ça, c'est une donnée d'effondrement culturel, politique, de tous les projets de la gauche. Voilà. Alors, c'est bien de faire apparaître des pratiques, mais la question qu'a posée Tarek n'est pas celle-là. Depuis les années 2000, ce que nous avons essayé de faire avec eux, politiquement, c'est un échec. On a fait élire 4 à la régionale de l'Île-de-France en 2003-2004. La fois d'après, la gauche était plus forte, puisqu'il y avait aussi le front de gauche. Donc du coup, j'ai assisté au marchandage, au maquignonnage, pour dire à Mohamed Beshmash, qui n'a pas accepté, accepte d'être le seul, on me dira qu'il y en aura d'autres, mais comme ça permettra d'avoir un au moins symbolique sur la liste. Bien. Donc ça n'a fait que continuer. Donc ce qui n'est pas reconnu, c'est leur place politique dans la construction d'une perspective de classe. C'est ça, ce n'est pas reconnu. Et ça n'a pas d'autre source, je n'y peux rien, que le racisme hérité de la colonisation. Nous ne le mettons pas en cause quand nous parlons la plupart du temps, et ce n'est pas possible de continuer. Ce n'est pas possible de continuer parce que, y compris l'islamophobie, c'est parce que les musulmans d'Algérie ne pouvaient pas avoir les mêmes droits que les Français d'Algérie qui n'étaient pas français, qui étaient d'ailleurs, pour les 2 tiers ou les 3 quarts, italiens ou espagnols d'origine. Ils ont eu la nationalité française quand ça a été refusé aux Algériens. Ça, c'est pendant toutes les années 50. Donc les musulmans d'Algérie étaient d'un côté, et les Français d'Algérie, dont la plupart n'avaient jamais été français, étaient français. Ça nous a fabriqué le fait que la classe ouvrière ne comporte plus ce qui a été décisif quand même. Le fait qu'il y ait des immigrés qui viennent faire le travail dans les grandes usines. Tout là, on n'en parle plus. Le mouvement ouvrier n'en parle plus. Et au passage, c'est l'ensemble de questions du racisme vis-à-vis des soi-disant quartiers populaires. Pour terminer par les plaisanteries, il y a quelques mois, j'ai vu un message venant de Tarek et de ses amis, reproduit par Beshmash, qui était la fête pour les 60 ans de notre créateur. Parce qu'en France, ils sont passés pendant 40 ans pour les jeunes UMIB, les jeunes des migrations banlieue, dont l'un des fondateurs a eu 60 ans il y a quelques mois. Ce qui donne une idée de ce qu'on n'a pas fait depuis les années 2000. Majid Taïebi de Dijon. Donc, je suis fraîchement élu conseiller municipal. Ah oui. Donc je ne suis pas encarté, je suis plutôt militant associatif. Et 2 choses, enfin, en tout cas, qui ont attiré mon attention. D'abord, j'ai pris en cours l'intervention de Tarek, c'est ça ? Marwan, pardon. Donc,
c'était par rapport au terme qu'on utilise. Donc, les adversaires, ils vont dire, ben, il n'y a pas de violence policière. Déjà sur l'expression. Alors que personne ne réfute l'expression violence scolaire, par exemple. Et pourtant, ce n'est pas tous les élèves qui sont violents, c'est pas les profs, c'est pas voilà. On utilise facilement violence scolaire. Par contre, on a du mal, et les adversaires ils vont jouer sur ces termes-là. La sémantique, malheureusement, ça revient tout le temps. Vous voyez, justement, on va y revenir peut-être après, sur les termes de condamnation, d'utiliser acte terroriste ou pas, etc. On s'en perd dans les... Et évidemment, notre union fragile en prend un coup. Voilà. Donc, deuxième point, ce qu'a dit Naël tout à l'heure, je me retrouve vraiment dans le fait de faire avec les gens. Parce que faire avec les gens, ça veut dire c'est les respecter. Justement, on tente juste d'appliquer la devise républicaine. Liberté, égalité, fraternité. Déjà ça. Après, on verra s'il faut plus. Évidemment, je suis d'accord avec ce que disait Laurence. Évidemment, quand on part de très loin, il faut faire, d'ailleurs c'est parti des États-Unis, de faire, donc comment on dit, voilà, positive. Discrimination, de toute façon, positive, c'est discrimination qui reste. Voilà. Moi, dans mon expérience donc de plus de 20 ans dans l'associatif, c'est effectivement, je suis avec des copains dans alors, on est à Dijon, mais on a créé quand même la Maison de la Méditerranée. Ici, on en a la Maison de la Méditerranée, et ça fait 20 ans que ça existe, même plus. Et évidemment, donc on s'intéresse à toutes les cultures du bassin de Méditerranée, pas qu'avec les gens des Maghreb, l'Espagne, l'Italie, etc. Mais à un certain moment, on s'aperçoit effectivement que les gens ne viennent pas. C'est ce que déplorent certains camarades. Eh bien, moi je leur ai dit, eh bien, si on ne fait pas avec les gens, si on confectionne des programmes, ils peuvent être parfaits. Mais si ce n'est pas concocté avec les gens, eh bien, ils ne viendront pas. Ils ne sont pas impliqués, on ne les a pas impliqués. On veut leur donner du tout cuit. Eh bien non, il faut qu'on fasse la recette ensemble. À ce moment-là, on va manger ensemble ce qu'il en ressort. Si on a réussi le couscous ensemble, très bien. Si c'est un pot-au-feu, eh bien, on l'a fait ensemble. Voilà. Donc c'est le fait de faire ensemble. Et ça, malheureusement, c'est dans l'associatif, il manque de mixité. Dans les syndicats, il manque de mixité. Il manque de la parité. Ben, on a vu, c'est récemment qu'on a une femme à la tête de la CGT. Vous imaginez? Pour un syndicat révolutionnaire? Non, mais voilà, moi j'aime beaucoup la CGT, je travaille avec eux, c'est mes amis, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je suis dans l'enseignement agricole, je suis à la FSU, donc le plus proche de la FSU, donc dans l'enseignement agricole, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, on a du mal vraiment à jouer cette mixité vraiment d'égal à égal, parce qu'il n'y a pas de cadeau. C'est le mérite. C'est-à-dire, si quelqu'un mérite sa place, qu'il soit une femme, un homme, ou issu, je ne sais pas, de la diversité ou quoi, peu importe. Voilà. Et je termine juste avec une petite note d'humour, parce que j'aime bien citer Coluche sur deux choses. Évidemment, la discrimination, c'est surtout une discrimination de classe. Coluche disait, donc moi je dis en arabe, Allah yarhamou, Coluche, que Dieu lui accorde sa paix, la paix, qui repose en paix, il nous manque. Et il disait, en France, on fait la différence entre un émir et un arabe. On fait la différence entre un émir et un arabe. Voilà. Donc après, évidemment, je ne vais pas m'étaler parce que sur aussi les pauvres et les riches et tout ça, Coluche disait aussi, enfin, on considère que les riches c'est des salauds et tout le monde veut devenir riche. La vie en ce moment dans ce quartier Pissevin, j'ai envie d'en pleurer, hein, parce qu'on est en colère, on n'en peut plus. On a peut-être gagné un tout petit truc, moi je n'ai pas arrêté de crier, etc. On a fait des conférences de presse, on a 8 élus de gauche. Je ne suis plus élue depuis 2020, mais on a 8 élus qui font du boulot. On a dit qu'il fallait absolument que l'ANRU, parce que alors, voilà ce que dit Laurence, d'ailleurs si vous lisez Politis, il y a un article de 2 pages sur la marche d'égalité des 40 ans,
Et effectivement, il est rappelé que les quartiers populaires ont 4 fois moins d'argent. Quand on nous dit plus d'argent, c'est surtout dans tous les médias, hein. On donne tellement dans ces quartiers, etc. Voilà. Donc là, c'est tout simplement parce qu'on ne veut pas démolir. Le petit Fayette, là, qui est mort, sa famille, elle a été relogée, elle. Mais tous les rez-de-chaussée de ces 3 bars, de ces 3 immeubles, sont occupés. Moi, j'ai des anciens élèves, j'ai été prof 20 ans dans ce quartier, de Russes et d'anglais, voilà, de Russes. Il y avait 2 Russes à mon époque. Dans ce quartier, et ben, les gamins, ceux qui habitent encore, ils passent devant les diners toute la journée. Et quand on a fait les conférences de presse, ils étaient là, sur une chaise. Mais qui c'est ces gamins? Moi, j'en ai des anciens élèves. C'est pas moi qui les ai vus, mais il y a des copains profs là-bas. Voilà, mais c'est des enfants perdus, abandonnés. Bon, bien sûr, après ils dérivent, c'est facile, etc. Mais même ça me met en colère quand on dit, etc. Et les mamans, la dernière réunion, c'est la semaine dernière qu'on a faite, les 8 élus élargis, il y a des mamans qui ont vraiment crié, mais elles étaient en colère. Parce que l'ANRU, ça fait quoi? Peut-être qu'on a fait un tout petit peu bouger par rapport à cette galerie Wagner de merde. Il est annoncé une rumeur d'un hebdo, la Gazette, pour ceux qui connaissent, dans notre région. Peut-être qu'elle serait démolie début 2024, parce que sinon c'était janvier 2025. Du coup, le maire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé la médiathèque, un des seuls endroits un des rares endroits où il pouvait encore un peu lire. Il y avait des ateliers, ça marchait d'enfer. Bien sûr, je vous dirais que les employés, on en connaît, ils sont syndiqués pour la plupart, ils n'ont pas tellement envie de s'y rendre, voilà, parce qu'il y a encore eu des tirs, hein, c'est presque toutes les semaines. Mais bon, mais le truc, c'est que moi, je me demande, ce que je disais, je rappelais 20 ans, Tarek et d'autres, à quel moment s'est produite cette rupture dont on parle tous? Parce que là, en ce moment, quand on y va, bon, le PC, ils sont tous les mercredis sur le grand marché, etc. Moi, parfois, j'y vais quand on a une lettre avec des copains de garde, d'ensemble, mais ça suffit pas. Les gens, ils me disent, vous venez que... Non, c'est pas vrai, on n'y vient pas que pour les élections. Hein. Mais, moi, c'est ça que je me pose comme question. Comment... Oui, mais on essaye, hein, je t'assure, Rose. On en fait des... mais le truc, c'est ça. Il nous dit, ah oui, vous êtes politique. Moi, quand j'ai été élue pendant 6 ans au contrat de ville, de 95 à 2001, c'était plus facile. Hein. Il y avait beaucoup plus d'associations, beaucoup plus. Mais là, maintenant, en plus, on a 4 RN qui n'arrêtent pas de gueuler pendant les conseils municipaux, vous donnez aux associations communautaristes, etc., etc. Donc c'est vrai que si vous avez une solution, les copains d'ailleurs, les camarades, hein, franchement, moi je me demande comment. Parce que je vous assure que des réunions, on avait créé des assemblées citoyennes il y a 10, 15, 20 ans, voilà, mais on ne peut plus là. On n'y arrive plus. C'est pas uniquement les gens qui habitent dans les cités, ghettoisés, dans lesquels on met tous les gens d'origine maghrébine, c'est beaucoup plus large que ça, et c'est des problématiques qui peuvent être des fois complémentaires, des fois différentes, et voilà. Et d'un autre côté, on a la question avec les populations d'origine maghrébine, notamment, parce qu'elles sont nombreuses dans le pays. On les a fait venir, enfin je veux dire, les patrons français les ont fait venir, beaucoup, ils sont aussi venus aussi ensuite, et c'est très bien, et c'est quelque chose qui est là pour durer maintenant, tellement qu'en vérité, c'est aussi un sujet qu'on ne peut pas traiter uniquement, je pense, du point de vue des quartiers populaires. Moi, là où j'habite, c'est à côté d'une cité politique de la ville, mais c'est une cité de maison. C'est un quartier de maison qui est de gens de milieux, on va dire, classe moyenne supérieure. Mais il y a un tiers des gens qui sont d'origine maghrébine dedans, je veux dire. Moi, ici à Agde, je travaille à Agde, au lycée à Agde, dans les classes, j'en ai plein des gens d'origine maghrébine. C'est pas loin pas les plus pauvres de la ville. C'est des gens qui vivent souvent dans des conditions de vie avec des moyens au moins financiers qui sont les mêmes que les miens. Je suis professeur. Des moyens qui sont comparables aux miens, mais comment ils sont habillés, comment ils se tiennent et compagnie. Donc je pense qu'on a aussi cette difficulté-là qui va être que nous à gauche, les gens aussi dans les femmes. On ne sait jamais si on est en train de parler des conditions de vie des classes populaires ou si on est en train de parler de l'immigration maghrébine et de comment est-ce qu'on travaille avec. On a fait, nous, un truc chouette à Montpellier, ensemble, une alliance pour les élections cantonales avec des gens qui étaient écologistes, donc beaucoup de gens étaient issus de l'immigration maghrébine. Je ne sais pas si on restait vraiment... Enfin, ils ne vivaient plus dans les cités, c'est des gens qui ont vécu dans des cités, qui ont grandi dedans, mais qui ont réussi, dans la vie, souvent par le commerce, par les études, par le travail, et puis quand ils ont eu les moyens, ils ont fait ce que font tous les gens dans les cités, quand ils ont les moyens, ils partent de la cité et ils vont s'installer ailleurs. On a aussi ce truc-là, je pense, qu'on doit voir aujourd'hui dans les quartiers de relégation qui sont de plusieurs types. Il y a les cités de marchands de sommeil dans lesquelles les gens y vont quand ils n'ont plus de thunes et qui sont obligés d'aller là-bas pour ne pas être à la rue.
Après, on a les cités HLM dans lesquelles les gens vont au bout de 2 ans, qui sont passés dans la dèche, parce que leur dossier a fini par passer, donc ils vont dans des cités HLM. S'ils ont de la chance, ça fonctionne bien. S'ils n'ont pas de chance, il y a le deal et compagnie. Et ensuite, quand les gens ils ont des sous, ils en sortent de ces cités HLM et ils vont habiter ailleurs. Et par contre, quand ils sont de nouveau dans la merde, ils y retournent dans ces cités HLM et ils vont y revivre. Et du coup, on a aussi des populations qui vivent dans un mouvement. Moi, sur ces cités-là, il y a encore un truc quand même. Un truc que m'avait dit un cousin à moi, qui habite en Alsace, qui habitait à côté. Il disait que ce qui me frappait le plus sur la vie dans les cités, c'était que les gens, ils n'avaient pas les mêmes... Lui, il le voyait comme ça, hein, c'est pas comme ça que je le vois là. Les gens, ils n'avaient pas les mêmes devoirs que lui à l'extérieur. Dans la cité, les gens, ils pouvaient faire des roues arrière en scooter, faire du bruit, faire chier tout le monde, qu'il y avait du bordel, qu'il n'y avait jamais personne qui venait intervenir, de pouvoir public qui venait intervenir pour que les choses se calment. Et lui, il le voyait comme ça. Il voyait que lui, dans son quartier de maison à 500 mètres, s'il commençait à faire des roues arrière et des machins, en 2 heures, il avait les flics, et en 3 heures, il était soit il avait arrêté, soit il était au poste. C'est-à-dire qu'on a aussi ce phénomène, on a un phénomène qui est d'une volonté politique, qui naît d'une volonté politique, qui est de faire vivre les gens qui habitent dans des cités, en particulier dans les cités dégradées des grandes métropoles, de les faire vivre dans des lois qui ne sont pas les mêmes que les lois du reste du pays. Je crois qu'une des raisons qui a fait que Mélenchon il a fait des gros scores à un moment donné, notamment en 2017, parce qu'il a dit qu'il allait offrir l'égalité des droits à tout le monde. Et je crois que quelque part, et ça revient peut-être à ce que tu disais, moi ça m'a beaucoup intéressé ce que tu disais, Tarek, en particulier sur les problèmes réels que vivent les gens là-bas, qu'est-ce que politiquement on pourrait porter si on voulait les toucher. Sortir de les violences policières, le machin, le truc de compagnie, pour entrer dans la réalité des problèmes que vivent les gens. Et je pense que c'est peut-être de là qu'il faut partir, quoi. Ça veut dire que quand on va dans ces cités-là, le problème c'est pas les violences policières, le problème, je vais peut-être choquer, le problème c'est plus que les flics qui viennent jamais là, sauf des fois pour venir casser la gueule aux gens, ou vous faire une rafle pour envoyer des gens dans les charters. C'est une réalité, la violence policière, c'est pas ce que je dis que la réalité par contre c'est qu'ils sont pas... La réalité c'est que si ton voisin c'est un problème de violence, tu peux pas appeler les flics pour le faire cesser. Moi dans mon quartier, si j'ai un voisin qui fait n'importe quoi, j'appelle les flics et ils sont là en 2 heures et en 3 heures le voisin il arrête de faire chier. Dans la cité, je peux appeler les flics aussi longtemps que je veux, ils viennent pas. Moi, j'ai des amis qui habitent dans la cité en dessous, le Masson. Je dirais, ils se plaignent, ils ont des voisins qui ont des modes de vie, ça va pas, tu vois, qui gèrent pas leur maison, qui gèrent pas le bruit, qui s'en foutent, qui sont désagréables, qui font chier tout le monde. Et ils peuvent jamais avoir quelqu'un qui vient les aider. Parce que les flics, le jour où ils viennent, c'est pour taper. Le jour où ils viennent, c'est pour faire de la répression. Et la République, elle n'est pas là le jour où ils en ont besoin pour simplement pouvoir vivre comme nous, on vit. Et moi, je vis juste à 200 mètres de là, de l'autre côté de la rue. Et donc je pense que c'est aussi peut-être là qu'on doit se poser des questions. C'est pas des cités de bêtes curieuses, j'arrête tout de suite. C'est pas des cités de bêtes curieuses dans lesquelles les gens habitent. C'est des lieux de relégation sociale dans lesquels on organise le fait que les gens ne vivent pas avec les mêmes droits et les mêmes devoirs qu'ailleurs. On organise ça avec notamment pour objectif, et je suis né là-dessus, Macron l'a dit, le développement de l'ubérisation, la précarisation des gens, avoir une manœuvre bon marché qu'on peut aller utiliser quand on en a besoin, et aussi diviser les gens, faire peur aux gens qui ne vivent pas, etc., etc. Merci. Bon, ce dont on parle, qui n'est pas exactement le sujet qui était prévu, mais c'est pas grave, c'est la manière dont la gauche, ensemble, dont nous faisons partie, a décroché des classes populaires, qu'on ne peut pas confondre avec les quartiers populaires, mais ça n'est pas sans rapport non plus, enfin... bien. Mais ce dont on doit aussi parler, c'est des conséquences de ce décrochage qui ne remontent pas la semaine dernière. C'est pas comme si on pouvait reprendre l'histoire là où on l'avait laissée il y a 30 ans, en disant ah oui, non, c'est vrai, on a un peu décroché, mais là on raccroche. Parce qu'entre-temps, la société change, les catégories populaires changent, les classes populaires changent et les quartiers populaires changent. De ce point de vue, je suis frappé d'un truc dans ce que tu as dit tout à l'heure, Tarek, parce que bon, ça fait une vingtaine d'années qu'on se connaît, c'est pas la première fois que je t'entends dire ça. Et j'admire ta constance de ce point de vue, hein, et il faut s'accrocher pour venir répéter à des gens qui ne l'entendent pas forcément, ou qui en tout cas n'en tirent pas forcément les conséquences, répéter ce discours, auquel j'adhère, hein, enfin je veux dire, à chaque fois que je parle, je me dis ah oui, dans le fond il a raison. Mais j'oublie un peu la semaine d'après, hein, et je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Ce que je ne sais pas, ça m'embête de dire un truc de l'ordre comme ça, de l'interrogation et du pessimisme, ou de dire youpi youpi, voilà comment on va y aller. Mais ce que je ne sais pas, c'est comment la gauche en général, et en particulier une toute petite organisation comme la nôtre, peut faire pour contribuer, non pas à reprendre le contact perdu il y a 40 ans avec les catégories populaires, mais pour travailler aux conséquences que ça a. Et dans les conséquences que ça a, je terminerai là-dessus.
Oui, oui, absolument, absolument, absolument. J'ai pas envie de pleurer absolument, parce que moi j'aurais pu pleurer pendant tout. Franchement, ce que les gens ils disent, ils font des constats, tout. Moi j'ai posé une question qui est intéressante entre nous, sinon il n'y a pas de problème. Mais... hein. On boit des coups, tout, et on... Non mais Tarek, c'est pour ça, c'est là-dessus que je cherchais à conclure, Qu'est-ce qu'on peut faire? Et concrètement, précisément, sur cette question spéciale de la manière dont ont évolué les classes populaires et les quartiers populaires, je n'en sais rien, mais ce dont je suis sûr, c'est que ça s'inscrit dans la construction d'une alternative générale à la société dans laquelle on vit, et dans laquelle vivent aussi ces populations, et qui ont aussi, autant et plus que nous, besoin de cette alternative. Daniel de Saint-Brieuc. Je voudrais faire une première remarque avant de poser la question. C'est qu'il y a des violences qui sont totalement tolérées par le gouvernement, et en particulier celles qui sont menées par la FNSEA, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, parce que par des violences sans nom et qui ne seraient pas du tout tolérées aujourd'hui dans les quartiers populaires, qu'a été mise en place la politique de la cogestion, qui permet à la FNSEA d'être en fait le ministère de l'Agriculture numéro 2. Et ça continue, c'est-à-dire que quand la FNSEA et ces manifestants descendent dans la rue, ils obtiennent automatiquement 100 millions, 200 millions, assez pour les cochons, alors ça va. Mais ça c'est la première chose. Donc les violences, elles sont deux poids, deux mesures. Et deuxièmement, la nécessité de politiques sociales fortes. Mais ça, il faudrait le préciser, parce que les politiques sociales, aujourd'hui, c'est de l'aide. Alors, on aide pour ceci, on aide pour cela, on discrimine, on montre les assistés, et ça, c'est intolérable. Et en tant que membre d'ensemble et militant, donc un peu aussi dans les quartiers populaires, même si ce n'est pas les mêmes à Saint-Brieuc, quoique, eh bien, ce qui me paraît important, c'est de mettre en place les politiques du droit pour tous à égalité, droit au travail, et puis pas des aides de RSA et autres. Tout le monde, ils sont c'est le monde du travail qu'on a divisé. Et alors il y a cet aspect-là, donc des droits. Il va y avoir mardi un exposé sur la sécurité sociale de l'alimentation, qui justement a comme objectif le droit à l'alimentation pour tous, payé par la cotisation sociale, mais une cotisation sociale qui allie à la fois, donc chacun y met selon ses moyens, mais aussi donne à tout le monde le droit de définir, et là je pense que ça répond un peu à vos interrogations, le droit de définir ensemble ce qu'on va mettre dans nos assiettes, comment ça va être produit, par qui, et dans le respect justement du travail, etc. Bon, enfin, si ça vous intéresse, vous pourrez venir. Et puis, non mais c'est pas inintéressant. Et alors, la troisième chose que je voudrais dire, c'est que ça s'inscrit dans un transfert de pouvoir, la politique actuelle, dans un transfert de pouvoir et de richesse des services publics vers les actionnaires, qui sont devenus les gens importants, et à la politique de la ville, justement, correspond la politique d'attractivité des territoires. Et il faut remplir la corbeille de la mariée pour attirer ces fameuses entreprises qui vont rester 1 an, 2 ans, jusqu'à ce qu'elles trouvent mieux ailleurs, mais ça prend un argent public fou. Mais politiquement, il me semble que ce qui est ressorti, c'est que les gens des quartiers sont des gens, j'en suis, moi, depuis 1974, je vis dans un quartier populaire, qui a Subilan, rue et compagnie, mais ce sont des gens qui ont une richesse. Et comme disait une dame, moi, je ne veux pas qu'on estime ma valeur à la somme que je reçois tous les mois, 700 €, c'est pas ça ma valeur.
j'ai de la valeur humaine, je peux faire autre chose, je suis une militante, et donc je veux être vue autrement, et pour cela, il faut des droits plutôt que des aides. Ce que je voudrais dire, je partage ce que tu dis, je reviens pas dessus, ce qu'a dit beaucoup de gens, mais je pense que s'il y a une position qui peut être assez importante, c'est la position qu'on pourrait avoir pour supprimer les politiques de la ville. Pas pour supprimer ce qu'on fait dans ces quartiers, etc. D'autres façons, je reviens. Supprimer les politiques de la ville qui, depuis Giscard d'Estaing, depuis Habitat et Vie sociale, c'est-à-dire quasiment plus de 50 ans, stigmatisent des quartiers dans lesquels des gens, vus de l'extérieur et vus d'avion, donc quelquefois j'ai été, diagnostiquent des choses qui ne vont pas. On a commencé par dire c'est la faute à l'architecture, on a commencé à dire c'est la faute à l'urbanisme, et puis c'est la faute aux espaces libres, il faut les résidentialiser, et puis c'est la faute à l'économie, il faut mettre des quartiers, des zones franches, etc., etc. Et puis un jour est arrivé le président qui voulait la veto au Karcher, et puis qui a dit maintenant on va démolir. On va démolir pour construire. Quand on fait la démolition une politique, un objectif d'État, et longtemps dans toute politique publique, au-delà des sommes dégagées, est-ce qu'ils sont suffisants, pas suffisants, l'État a été un État de guichet, un État prescripteur. Je donne de l'argent pour quelque chose. C'est pas les territoires qui faisaient leurs projets propres avec les habitants pour aller chercher des moyens, c'est l'État qui dit je donne de l'argent pour ça, je donne de l'argent pour ça, je donne de l'argent pour ça. Et ça c'est extrêmement important parce qu'on ne peut pas construire, co-construire les projets dans une démocratie avec les habitants, quels qu'ils soient, alors qu'au-dessus il y a quelqu'un qui dit je donne de l'argent pour ça, mais pas pour ça. Parce que la démolition c'est quoi? Et aujourd'hui la démolition ils reviennent un peu dessus pour des raisons écologiques, mais pas pour des raisons sociales. La violence sociale des démolitions, personne n'en parle. La dispersion des habitants d'un quartier, personne n'en parle. Donc je pense que là, il y a une question essentielle, parce que les habitants des quartiers populaires n'ont pas seulement légitimité et vocation à parler de leur quartier, ils ont aussi vocation et légitimité à parler de toute leur ville, et de ce que leur quartier est dans leur ville ou pas, et des territoires plus larges, et de la République. Moi, quand j'ai fait des réunions publiques au Tarteret, qu'est-ce qu'ils me disent les gens? Ils me disent, mais monsieur le maire, monsieur l'architecte, on fait partie de la République française ou pas? C'est ça la question. Est-ce qu'on a les mêmes droits aux autres Français ou non? Et donc je pense que ça serait une position politique assez forte de dire il faut mettre fin à une façon de regarder les territoires, une façon de supprimer la politique sociale, etc., en l'inscrivant, en le territorialisant, etc., et tout en donnant des moyens, tous les moyens nécessaires, etc. Et surtout, partir du fait qu'il faut vraiment co-construire les choses avec les habitants. Depuis le diagnostic de ce qui va ou n'y va pas, aux solutions, y compris à mettre en œuvre avec les habitants. Alors là, s'il y a un truc sur lequel l'ANRU prête des cas de fer, c'est qu'on mette des choses en place avec les habitants. C'est toujours pour, vous voyez, au mieux. Tu disais tout à l'heure que les gens de gauche, tout ça, ne viennent plus dans les quartiers, etc., les élus. Mais en fait, ce que je me rends compte que, d'abord, c'est vrai qu'ils ne connaissent pas les quartiers, mais ils en ont peur. Ils ne viennent pas. Que ce soit les gens qui soient élus, que ce soit des militants, mais également les gens de la politique de la ville. Ils ont peur de rentrer dans les quartiers. Pour rentrer dans les quartiers, ils ont besoin de toi, pour dire voilà ce qui s'y passe. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que, particulièrement pour Marseille, mais je pense que dans d'autres cités c'est pareil, on crève du trafic de drogue. À partir de 10h, tous les points de deal sont en place. Bon, je les vois, donc je sais qui sont les trafiquants, etc. Si moi je le sais, tout le monde le sait. La police le sait. Enfin, je veux dire, il y a quand même un laisser-aller qui est honteux. Parce qu'en même temps qu'il y a des trafics de drogue, moi je vois les mamans, elles ont des enfants qui sont dans le trafic, et il y a des enfants et des jeunes que j'ai connus qui sont morts, qui ont été assassinés. Donc, il y a un laisser-faire, parce qu'il me semble... Quand on dit oui, il faut envoyer la police, mais la police, elle n'a pas envie d'y aller non plus. Puis vous savez pourquoi? Parce qu'ils se tuent entre eux. Ça débarrasse le plancher. Donc il y a tout ça qu'il faut voir, ça a évolué depuis les années 80, les quartiers. Quand on parlait tout à l'heure de la marche pour l'égalité, etc. On l'a fait sur Marseille, il y a encore la semaine prochaine, on fait un truc, mais bien sûr, les jeunes n'y viennent pas, parce que c'est déconnecté de leur réalité. J'allais dire, on est des vieux. Je veux dire... nous aussi, on a vieilli, on a un peu toute cette histoire que vous avez très bien dit, toute cette histoire derrière nous qui fait que, bon, d'une part, bien sûr, on a morflé, mais on n'a pas réussi avec les autres, je dirais,
à essayer de changer la donne. C'est pire aujourd'hui. Ça veut dire que c'est pire parce qu'il y a des jeunes qui ont 16 ans et qui crèvent, quoi. Et qui crèvent de Kalachnikov. Il y a des armes de guerre dans les quartiers, c'est de la folie. Il y a tout ça qu'il faut voir. Et je voulais dire aussi, parce qu'il y a un camarade qui a parlé des Arabes, c'est très bien d'avoir parlé des Arabes, parce que du coup, on est des musulmans, en fait, on n'est plus des Arabes. Mais oui, évidemment, parce qu'on n'est pas obligé. Enfin, on ne dit pas par extension que les autres c'est des chrétiens. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, la rupture, elle se fait là. Oui, non, mais mais il a une tête, mais c'est un musulman. Ben, peut-être pas. Peut-être que je suis juive, peut-être que je suis autre chose. Qu'est-ce qu'on en sait? Donc, je trouve que confessionnaliser l'espace social, je trouve ça grave. Et il a dit quelque chose d'intéressant en disant les services publics sont plus là, il n'y a plus rien, mais les extrêmes sont là. D'abord, il y a les islamos, c'est vrai, les barbus, ils sont là. Mais qui c'est qui vote le plus dans les quartiers? Ben, c'est le Front National. Et je vois sur les quartiers nord, par exemple, le Front National, il vient en tête, et il faut aller faire alliance deuxième tour pour les virer. Mais c'est extrêmement grave. Et tout le monde a une responsabilité. Bien sûr, la gauche, une grosse. Évidemment, on ne va pas le nier, c'est vrai. Peut-être que nous aussi, on a une responsabilité, mais il faut en discuter. Et qu'est-ce qu'on peut mettre? C'est aujourd'hui maintenant, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? On sait ce qui se passe là. Et juste terminer là-dessus, c'est vrai que dans les quartiers, les femmes, elles se bougent, hein. Elles morflent le plus. Par exemple, sur Marseille, il n'y a pas de transport. Pour faire une transversale, c'est-à-dire pour aller du 15e, 16e arrondissement, pour aller dans le 13e ou le 14e, il faut aller au centre-ville et repartir. Il faut 2 heures à peu près. C'est de la folie. Donc, pas de crèche non plus. Il n'y a pas de politique publique de la petite enfance. Ça veut dire que moi, je rencontre tous les jours des mamans. Une fois, on avait fait, parce que j'ai initié des ateliers qui s'appellent prise de parole citoyenne. Et on avait fait un truc spécifique pour les femmes. Et une femme en pleurs qui me dit « J'en peux plus, je ne peux pas faire garder mes enfants, je crève parce que je veux bosser, j'en ai marre du RSA. » Voilà, donc il y a des choses comme ça, j'allais dire très simples. Mettre en place un service public de la petite enfance, mettre en place des transports, et pourquoi pas la gratuité des transports. Enfin, je veux dire qu'il y a des solutions, et évidemment, personne ne... Parce que tout ça, ça a été dit. Mais alors, on n'en parle pas. Et je vais terminer sur un autre truc, c'est qu'il y a la criminalisation des militants. Il n'y a même pas une semaine ou 15 jours, je pense que vous avez entendu Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, justifiant le fait que ce garçon qui est français, il est d'origine tchétchène, il est français, il a assassiné un professeur. C'est horrible, c'est quelque chose que nous condamnons, bien sûr. Mais il a dit, et ça m'a fait bondir, il a dit quelque chose de très grave, en disant, mais vous savez, à Arras, c'est le MRAP et c'est la CIMAD qui a fait en sorte que cet enfant soit pas viré de France. Mais à l'époque, parce que je bosse avec le MRAP aussi, donc, et les gars... Et la CIMAD, non, je sais la CIMAD, mais il a dit le CIMAD et MRAP. Mais si tu veux, je dis CIMAD aussi, pas de problème. Et en fait, l'enfant, à l'époque, il avait 5 ans. Comment un individu peut dire on va virer, et comment on peut savoir ce que va devenir un enfant ou un être humain? Enfin voilà, je voulais terminer là-dessus. Donc je fais partie des déserteurs, je fais partie de ceux qui ont quitté la cité pour vivre à Pantin, parce que c'est un peu mieux que Bobigny. Et donc je voudrais revenir sur ce qui est dit par rapport au trafic. Parce que la gauche qui a été au pouvoir pendant, qui avait tous les pouvoirs à un moment donné, et d'ailleurs ça n'a pas été prononcé, personne n'en a parlé aujourd'hui, c'est sur la question des trafics. On a posé cette question, nous sommes contre la prohibition des stupéfiants. Parce que c'est cette prohibition qui entraîne les trafics. Quand vous avez une mère de famille, d'abord, je vais dire, les familles monoparentales, ça n'existe pas. Ce sont des femmes seules et abandonnées. Dans mon travail, c'est ce que j'ai constaté. Ça, c'est un premier élément. Quand vous avez une mère de famille
qui a 2 enfants qui sont choufs, qui sont, comment dire, qui sont guetteurs, qui ramènent 1000 € par mois, hein, et ben, elle ne va pas dire je vais, voilà, c'est de l'argent sale, je vais la virer. Hein. Non, elle va le prendre. On est le seul pays qui n'est pas capable de faire un bilan par rapport à ce qui se passe en termes de prohibition, par rapport au Portugal, en Hollande ou en Espagne. Ça, c'est le premier élément. Sur la question des quartiers, oui, on a, voilà, il y a le racisme, il faut mettre des mots sur des mots. C'est une police raciste. Nous avons un gros problème par rapport à ça. On ne peut pas le négliger. Par rapport, comment dire, moi je suis, comme toi Tarek, je suis extrêmement pessimiste. Pourtant j'avais des éléments, j'ai milité depuis le lycée à la LCR, ensuite j'ai arrêté j'ai préféré militer dans mon syndicat, construire ce syndicat, mais comme toi j'ai pas beaucoup de réponses et je suis extrêmement pessimiste. Et j'ai participé, je considère que politiquement, et en tant qu'individu, en tant que comme d'origine maghrébine, bon ben je me rends compte que maintenant que je suis vieux, chaud et que j'ai du ventre, je suis content parce que je ne suis plus contrôlé tous les jours. Mais voilà, mais c'était le cas. Et dans mon organisation politique, on n'était que trois maghrébins. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je constate quand même, c'est que, alors on a parlé de discrimination positive. Bon, il se trouve qu'à la Poste, il n'y a jamais eu de tradition raciste. Donc il y a l'affirmative action et on milite avec voilà, on a des camarades maghrébins dans une équipe. Il y a une pique où il y a 700 agents. Dans une équipe du matin, il y a la totalité, ce sont des camarades maghrébins. Et nous avons aussi un camarade, un militant juif qui est extrêmement inquiet par rapport à ce qui se passe en Israël aussi, et qui est secrétaire adjoint du syndicat. Mais ça, on en parlera dans 3 jours. Voilà, ce que je veux dire, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, ce qui m'agace dans les quartiers, quand on parle des quartiers, c'est vrai que le quartier existe, et c'est vrai qu'on a, et en même temps, il y a une petite bourgeoisie, comment dire, commerçante, qui est en train d'émerger. Ce sont les patrons des boucheries halal. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on a effectivement, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que moi non plus, j'ai pas de réponse. Et quand Tarek dit, on va, comment dire, en général, on croit que l'histoire, elle va dans le bon sens. Et s'agissant des quartiers, si on ne fait pas quelque chose, moi je crois, comme Tarek, je crois qu'on va au-devant de graves ennuis. Parce qu'il y a des gens qui sont ulcérés, il y a des gamins qui sont ulcérés. Aux dernières émeutes et aux dernières révoltes, j'ai constaté devant moi, parce que je les ai vus, j'ai constaté l'extrême, comment dire, l'extrême jeunesse des gamins qui se sont affrontés aux flics. J'ai trouvé ça vraiment assez bouleversant et assez émouvant. Et je dis, on ne va pas dans le bon sens. Mais il faut quand même rappeler que Marseille est la ville la plus pauvre de France. Donc, elle s'inscrit particulièrement dans ce débat. Alors moi, c'est en 3 points, le plus rapide possible. D'abord, il faut dire que les quartiers, qu'on les appelle populaires, pauvres, défavorisés, ne le sont pas devenus par hasard. Ça veut dire que c'est une politique consciente qui a été mise en place. Alors Marseille est un très bon exemple là-dessus, dans la mesure où depuis Gaston Defferre, que tout le monde connaît, il y a eu un choix conscient d'investir massivement dans les quartiers sud et est, et d'abandonner intégralement les quartiers nord. Ça s'est traduit en particulier, quelqu'un qui en a parlé, sur les transports. Il n'y a toutes les lignes de tramway partent du centre, enfin un peu à l'extérieur, et vont dans les quartiers sud-ouest. Les lignes de métro, pareil. Il y en a une qui ose aller jusqu'à la lisière des quartiers nord, mais pas plus. C'est-à-dire, et là, ça s'est rappelé, si on veut aller d'un quartier nord à un autre quartier nord, même très proche, il faut passer par le centre-ville, en bus. Donc, il y a eu, pareil, en termes de logement et tout, très peu d'investissements. Un des rares investissements qu'il y a eu, c'était en 62, à l'indépendance de l'Algérie, où la mairie a fait construire des cités transitoires.
Elle dure depuis 60 ans. Donc, c'est une transition assez longue. Mon deuxième point, c'est le problème du millefeuille administratif, comme on l'appelle en France. Ça veut dire que depuis l'élection du printemps marseillais à la mairie, il y a un gros combat pour arriver à désenclaver le quartier nord, entre autres, pour réhabiliter les écoles, en particulier dans les quartiers nord, mais ça se heurte à la métropole. La métropole qui est tenue par la droite et qui, entre autres, a le pouvoir sur les transports. Donc, là-dessus, on ne sait pas comment ça va se terminer, mais alors qu'il y a une volonté affirmée du printemps marseillais de renverser la vapeur par rapport à tout ce que se fait depuis 40 ans, là maintenant, on ne sait pas comment ça va se terminer. Et je vais terminer rapidement par quand même une note d'espoir, parce que maintenant là on est arrivé au fond. Il y a des initiatives dans le quartier nord. En particulier, je voulais parler de quartier qui s'appelle la Busserine, dans lequel depuis des années, même sous Gaudin, il y a eu autour d'une maison de quartier, des associations qui se sont construites, et en particulier avec la grande participation, comme on parlait tout à l'heure, des habitants. Je dirais plutôt des habitantes, parce qu'il y a très peu d'hommes, c'est essentiellement des habitantes. Et qui développent des initiatives culturelles, des réunions, qui ont monté une grosse mobilisation au moment où le McDonald's du quartier devait être liquidé. Ils ont réussi à obtenir que ce soit la mairie qui achète ce McDonald's, qui est devenu un centre de rencontres, de solidarité, de culture, etc. Donc on voit que quand on met la participation des habitants et des habitantes, on arrive à partager ensemble. Je vais juste terminer un mot sur le fait que ces habitantes sont souvent des mères, et ces elles se mobilisent très fortement pour défendre leurs enfants face au trafic de drogue. Et on n'a pas le choix, on a le devoir citoyen de résister à ça, parce qu'on peut avoir le pire. On peut avoir des accidents par malheur, on peut avoir des pertes de vie humaine. Et comme l'extrême droite est aux portes, il n'y a qu'à voir l'idéologie, la culture générale qui se prépare, l'opinion publique qui est malheureusement de plus en plus droitière. On n'a pas le droit de se séparer, de se diviser des amis, des partenaires, des alliés sincères. Il y a eu des carences, des dysfonctionnements, des erreurs, oui. Il y a eu des échecs énormes, oui. Il y a eu comment dirais-je, des ratés, des occasions historiques, comme la marche des beurs en 81, on était là, quand il disait que la France était un Solex, ça fonctionnait au mélange. Et Mitterrand les a reçus, il les a complètement bluffés, et il leur a fait des promesses, ils sont revenus, c'était l'échec. Et pour les jeunes, les petits frères, si les parents avaient échoué, leur intégration, etc., si les grands frères avaient échoué, malgré ceux qui étaient diplômés, qui avaient suivi la voie républicaine, on va apprendre un métier, on va s'éduquer, on va s'en sortir autrement, donc par la révolte permanente, etc., par la casse ou autre chose, ou les métiers illicites, etc. Et ben, quand ils ont vu tout le monde échouer, ils sont devenus quoi, les jeunes ados, hein? Ils sont à la merci des fanatiques religieux, comme je le disais, qui remplacent les associations d'éducation populaire, qui ont été laminées, qu'on a liquidées complètement, et ils sont à la merci donc des mafieux qui sont dans ces quartiers, parce que ces quartiers, comment dirais-je, c'est une chance, ils sont plein de talents, de potentialités. Il y a des jeunes qui m'apportent des idées des fois. J'ai vécu à la Goutte d'Or, qui est vraiment un quartier exceptionnel. On en a fait un quartier de tout ce qui est négatif au monde. Là, je suis à la Villeneuve, c'est un quartier extraordinaire, un petit village formidable. Il y a une mixité, il y avait une mixité. Et puis, on est en train aussi de perdre des acquis partout. Et si on ne bouge pas, pour éviter le pire, je dis bien, parce que si les extrêmes arrivent au pouvoir, on est tous foutus, ensemble. On a commencé par donc casser les plus fragiles, c'est-à-dire les migrants, on connaît l'histoire, pourquoi ils sont là,
comment ils sont venus, etc. etc. Et puis après, on passe à qui? On passe aux autochtones, aux maillons les plus fragiles. Pourquoi? Pour instituer un nouveau fascisme, tout simplement. Alors, changeons de grille de lecture, faisons un bilan objectif, parlons à cœur ouvert comme lui, d'une manière franche et honnête, parlons sans langue de bois et trouvons une plateforme minimale de travail ensemble. Les quartiers ont une histoire, mais elle est méconnue. Elle n'est pas reconnue, elle est invisibilisée. Et les premiers auxquels je reproche ça, c'est les gens qui devraient le faire. Parce que j'entends, oui, les classes, genre, ouais, les classes populaires, oui, c'est un problème. Nous, on rigolait, on disait, les gens, ils disaient, genre, ouais, mais il faut parler de capitalisme. Je dis, attends, nous, on n'a pas goûté au capitalisme, quand on l'aura goûté, après, on sera contre. Il n'y a pas de problème. Mais on n'y a pas encore goûté. C'est une blague. Mais ça exprime quelque chose. Les gens dans les quartiers, ils sont plus conscients que vous, qui font partie de la classe ouvrière. Ils sont plus conscients, ils sont... Oui. C'est une évidence, c'est même pas la peine d'en parler, je veux dire. C'est même pas la peine d'en parler. Sauf à un moment donné, il y a des outils qui existent. Je sais pas, on ne sait pas pourquoi. Je sais pas, j'arrive dans un village, bon, je prends le temps de regarder qui est qui, tout ça, etc. Puis à un moment, j'ai envie de participer pour améliorer le sort du village, tout. Bon, bah, je viens, je rentre dedans, voilà, et on m'adoube, on me dit, ouais, ok, t'as le droit, enfin, t'as le droit, t'es légitime, j'ai pas besoin qu'on me dise que je suis légitime pour la ligne, parce que c'est ma terre aussi. Donc, et on rentre dans le truc. Donc nous, ce qu'on est en train de faire, c'est de créer des outils. En fait, le problème, parce que j'ai entendu un collègue qui travaillait à la métropole de Lyon, tout ça, puis j'ai entendu quelqu'un d'autre, un copain qui est là, je ne me rappelle plus de son nom, qui parlait sur les questions de l'ANRU et tout ça. Nous, on a mené ces expériences. Par exemple, moi, personnellement, Marwan qui est là, Jamel, un peu moins, mais il l'a fait quand même. Pendant 10 ans, on a suivi de A à Z, le truc de la rénovation, tout. Hein. Je veux dire, il n'y a pas les experts, ils viennent nous expliquer tout ça, machin, etc. Et des gens, même, ils ne savaient pas parler français, tout, ouais, t'as ton mot à dire et tout ça, tu vois. On s'est battu vraiment physiquement, je te parle. C'est pas physiquement, pour dire comment on va transformer. Imaginons que le quartier, c'est un village. On peut transformer ton village et que tu vas dire, attends, il faut que je donne mon avis et tout ça. Moi, je reviens au point de départ, voilà. Le truc, c'est, nous, on veut qu'il y ait des outils. Par exemple, il y a des outils qui existent, des outils de pouvoir qui existent dans un quartier. Là, on peut s'entraider, là, on peut faire quelque chose, parce que c'est ça qui m'intéresse, moi, dans la discussion, c'est, voilà. Mais, vous avez parlé de l'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est à 80% des gens de gauche qui sont dedans. C'est la vérité. Mais le problème, c'est que l'éducation populaire, elle a failli depuis X temps. Elle est morte, enfin morte. Je veux dire, elle est plus en adéquation avec ce qui se passe. Donc comment on la renverse? Comment on change les choses? Comment on change? Comment on s'approprie les centres sociaux, les maisons pour tous? Comment on crée des maisons du peuple à l'intérieur de quartier? Comment on crée des espaces de démocratie à l'intérieur? Pas le truc en haut là, assemblée constituante, tout ça, machin, c'est trop lointain pour moi. Et j'y crois pas. J'y crois pas parce que localement, il faut qu'il y ait une comment dire, quand on passe d'une langue à une autre, c'est quoi? Une traduction locale et tout ça, avec, à la portée des gens. Ce travail-là, on peut, je veux dire, parce que si chacun il va parler de son expérience, je veux dire, à un moment donné, on ne va pas s'en sortir. C'est qu'est-ce qu'on met en commun? Qu'est-ce qu'on essaie de faire? Moi, je ne voulais pas parler des 40 ans de la marche, je ne voulais pas parler de trucs et tout ça, machin, parce que c'est pas la peine. Mais la marche, déjà, c'est quoi? La marche, c'est des prolétaires de chez prolétaires, des jeunes, qui étaient au chômage pour la plupart, qui avaient moins de 25 ans, qui étaient dans un quartier et qui étaient l'objet de pression policière et tout ça, machin, et ils ont dit, bon, faut qu'on s'en sorte parce que nous, on veut être traités comme tout le monde et tout ça, donc ils sont sortis d'eux-mêmes, ils ont pris ce truc-là et tout ça, avec l'apport d'autres et tout ça. Bon, ça a été un peu, après ça a été la gueule de bois, tout. Le lendemain de la marche, 15 jours après là, 15 jours, même pas 15 jours, quoi, 10 jours, il y a eu Talbot-Poissy. Talbot-Poissy, c'était quoi Talbot-Poissy? C'est une usine où il y a eu une grève. Pourquoi il y a eu la grève? Parce qu'il y avait un plan de licenciement sur 1907 personnes, d'accord?
D'accord. Parmi les 1907 personnes, c'était 1700 ici. Bon, c'est des Marocains et des Antillais. Voilà, c'est ça la réalité. Et donc, ils ont décidé d'occuper l'usine parce que les syndicats qui étaient sur place, à ce moment-là, la CGT, la CFDT, la CGT, parce que le Parti communiste était au pouvoir avec le Parti socialiste, c'est le programme commun, d'accord? Ils sont partis en 84, quelques temps après, mais à ce moment-là, ils n'ont pas soutenu. Donc, de manière indépendante, moi, ça. Et je trouve que moi, j'avais été comme ça, j'étais jeune, j'avais 20 ans, hein. On nous avait appelés pour aller, parce que je fais partie du collectif jeune, donc on a été voir et tout ça. On a été voir pour les aider et tout, on a organisé une manifestation ensemble, bref, etc. Donc, leur sort, c'est le même, parce que c'est la vallée des Yvelines, la vallée de la Seine, là, voilà, et puis ils habitaient, quoi, Mantes-la-Jolie, les Mureaux, et le quartier, quoi, voilà, ils habitaient le quartier. Mais quand ils ont demandé, quand ils ont revendiqué le fait qu'ils n'étaient pas corviables à corps et à merci, et que ce n'est pas des mouchoirs qu'on jette, là, jetables et tout ça, là, on les a ramenés à leur origine. Oui, mais c'est un truc, on ne comprend pas bien, tout, là, il y a des islamistes derrière, on ne sait pas, t'as dit, là, etc. On a embrouillé le truc comme si c'était un truc qui avait rien à voir. Pourtant, c'était clair. Ceux qui étaient contre, c'était la CSL, Confédération des syndicats libres. Genre de livre que le nom, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire que quand à la sortie de l'usine, quand il y a eu les affrontements, vous pouvez regarder sur YouTube, ils y sont, hein, où il y a eu les affrontements, moi je m'en souviens, la Seine elle est derrière comme ça, il y a 1000 personnes qui sont là qui crient les Arabes à la Seine, les Arabes à la Seine. C'est au journal de 20h. Hein. Donc ça c'est 15 jours après la marche. Donc tout le monde était pour un truc antiraciste, tout le monde ensemble, mais dès que les gens ils demandent des trucs précis et tout ça, machin, par rapport à leurs conditions de truc, c'est plus la même et tout ça. Donc on connaît tout ça. Donc c'est avec tout ça qu'on part. Et on dit, voilà maintenant, pour que nos enfants, ils partent en couille, excusez-moi de parler comme ça, et qu'ils n'aient pas un parcours piégé d'avance, c'est-à-dire où l'option c'est, tu vas être un dealer, tu vas aller en prison, ou tu vas, bon gré mal gré, être Uber, ou un truc comme ça, etc. Machin. Donc ils savent, les gens, vous n'avez pas besoin de leur apprendre, j'ai pas besoin de leur apprendre, moi. Parce qu'il y a des gens, même chez nous, qui disent, ouais, tu sais, par exemple, de terre, ouais, racisé, machin. C'est quoi ton truc? Pourquoi tu veux que c'est les autres qui disent ce que je suis? Moi je sais ce que je suis et tout ça, j'ai pas besoin. Donc c'est pas une question de noir, arabe, ou machin, etc. Parce que c'est comme ça. Donc le truc c'est de dire, nous on travaille, on a essayé de faire quelque chose ensemble pour l'émancipation des gens, parce qu'il est bien clair, vous n'êtes pas assez nombreux pour dénoncer le libéralisme et le capitalisme. La gauche tout entière, vous n'êtes pas assez nombreux, d'accord? Donc il faut bien éduquer, ou passer le message, ou informer des gens, ou faire en sorte de faire la mobilisation avec les gens. Et bien nous, on vous propose ça en fait. On vous propose une porte d'entrée. Et vous ne voulez pas rentrer parce qu'il y a un problème, parce que c'est des Arabes et des Noirs, ou parce que le truc qu'on ne connaît pas, ou parce qu'on a entendu à la télé, oui, il y a des islamistes, il y a le trappiste et tout ça. Je ne reproche pas individuellement aux gens. Je ne reproche pas du tout individuellement aux gens, quoi que ce soit. Je ne reproche jamais rien individuellement. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Et celui qui est dans un quartier, il a le droit de se désintéresser de ce qui se passe dans le quartier, c'est son droit le plus strict. C'est pas ça que je dis. C'est quand on a comment dire, la prétention de représenter une certaine population et tout ça, et certaines gens et certains trucs, là, on a un devoir aussi d'y aller, de faire ce travail-là. Et ce travail-là, ça va être long, hein. Ça va être 30 ans, 40 ans. Hein. Moi, je dis pas, moi, je serai pas là pour le voir. Hein. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et je veux vous dire simplement qu'il y a des histoires, il y a des gens qui ont essayé des choses, il y a des initiatives dans ces quartiers et tout ça. Et bon, on ne la connaît pas. Nous, on milite pour qu'il y ait un musée des quartiers, pour qu'il y ait une information, pour que les gens ils sachent ce qui se passe et tout ça. Donc voilà, je répète, merci de m'avoir invité, déjà pour commencer. Non, mais sérieux, merci de m'avoir invité tous les deux, voilà, il n'y a pas de souci. Mais le travail, il se fait sur le temps, il ne se fait pas dans l'événementiel. Pour reprendre sur la question des moyens injectés sur les quartiers, c'est-à-dire la politique de la ville, nous ce qu'on dit c'est que la politique de la ville ne doit pas remplacer le droit commun. C'est-à-dire que la règle dans les quartiers, c'est le droit commun. Et donc, quand en Ile-de-France on met 100 millions d'euros
dans le 75, hors politique de la ville, le décideur doit également, c'est-à-dire prendre l'habitude de mettre 100 millions d'euros dans le 9-3. Et pas attendre après l'ANRU, attendre après la politique de la ville, etc. etc. Et ce qui s'est passé depuis 1990, c'est quoi? C'est que notamment dans les quartiers, hein, la plupart des associations dans les quartiers, ils sont subventionnés sur l'enveloppe politique de la ville et pas sur l'enveloppe culture, ceci, cela, etc. Donc moi je me bats contre ça et je dis aux gens d'aller solliciter les crédits du droit commun, c'est-à-dire en plus des crédits politique de la ville, parce que la politique de la ville, c'est une enveloppe supplémentaire pour compenser, c'est-à-dire les inégalités. Et on n'est pas, et c'est pas assez. Et moi, quand j'entends des ministres comme Bruno Le Maire dire on a mis énormément d'argent, ils se trompent parce que, en plus d'être militant, je suis diplômé d'expertise comptable et spécialiste de finances publiques. Donc moi, je sais de quoi il s'agit. Quand je regarde le projet de loi de finances qui va être voté et qui est présenté actuellement aux parlementaires, on est 40 ans après la marche. Et les symboles sont hyper importants. En 83, quand il y a eu la marche, Mitterrand a donné un ordre, on va dire, ou en tout cas une consigne indirecte, implicite, en disant faciliter l'accès à la nationalité française. Faites en sorte à ce que les immigrés de la deuxième génération ou de la première immigration puissent avoir accès à la nationalité française. Le budget 2024 vient réduire le nombre d'agents qui vont traiter les dossiers de nationalité française, et donc c'est la politique d'intégration qui va en prendre un. C'est la politique d'intégration, et moi je l'ai entendu nulle part je l'ai entendu à la télé, ni à la télé, ni dans la presse. J'ai dû me farcir 1h30 de discours de la ministre, d'un secrétaire d'État à l'intérieur finalement, c'est même plus la secrétaire d'État à la ville, c'est la secrétaire d'État à l'intérieur, qui vient annoncer fièrement que le budget d'accès, déjà qu'aujourd'hui c'est difficile pour un résident d'avoir un rendez-vous à la préfecture. Vous savez, les rendez-vous à la préfecture pour renouveler ses papiers, pour les étrangers, il faut payer. Il faut payer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est impossible d'avoir des rendez-vous. Donc on a énormément de gens aujourd'hui, c'est-à-dire qui ont un titre de séjour, mais qui ont un titre de séjour caduc et qui n'ont pas encore accès au rendez-vous. Et c'est extrêmement difficile, extrêmement difficile. Donc sur la politique de la ville, on est d'accord, c'est pas suffisant. Moi je suis partisan, moi personnellement, c'est mon avis personnel, je suis partisan de remettre en cause, c'est-à-dire la politique de la ville telle qu'elle existe aujourd'hui, et de parler de vrais moyens. Le jour où on reviendra complètement au droit commun, là les moyens reviendront dans les quartiers. Pour le moment, c'est pas le cas. Ensuite, sur le racisme, moi je pense qu'on vit une époque qui est une époque post-coloniale. C'est une époque post-coloniale et donc il y a encore des réflexes, des vieux réflexes. Bon, encore présents dans la classe politique. Encore présents dans la classe politique. Je pense qu'avec le temps, et je pense qu'il n'y a que le temps pour réduire, on va dire finalement, la perception que on va dire, les Français anciens styles, c'est-à-dire peuvent avoir sur les nouveaux Français, cette nouvelle France. Et donc, la meilleure manière de casser le processus de production du racisme, c'est d'aider les gens à s'émanciper. Et d'aider les gens à s'émanciper, quand je dis qu'il faut une politique sociale forte, quand je dis c'est que c'est pas aider, c'est pas des aides. C'est-à-dire c'est pas donner le repas du prisonnier, c'est pas ça. Moi je suis à Montpellier par exemple. Moi quand je discute avec le maire de Montpellier, je lui dis il faut rééquilibrer économiquement la ville. Et il faut faire en sorte à ce que les centres d'affaires, à ce que rapprocher l'emploi, rapprocher les employeurs des demandeurs d'emploi. Il faut le faire dans les quartiers. Il faut le faire dans les quartiers. Il ne faut pas faire des centres d'affaires à 20 km des quartiers, très loin, et avec des problèmes de mobilité, notamment sur la ville de Marseille que je connais, ou à Marseille finalement, la ville de Marseille, le roi est nu. Le roi est nu. Le maire de Marseille ne peut strictement rien faire. Le maire de Marseille ne décide pas de la politique économique, du développement économique, ne décide pas de la politique des mobilités, ne décide pas de la politique des déchets, c'est-à-dire de tout ce qui est finalement de la sécurité, tout ce qui est finalement régalien et important, c'est la métropole qui gère, et au bout du bout, on n'a rien qui avance parce qu'il y a
des combats politiques qui font que, à un moment donné, voilà, la droite veut récupérer Marseille en 2026 et donc du coup, on fait rien pour les Marseillais entre-temps. Donc c'est extrêmement dramatique, mais moi je vais finir sur une note d'espoir. Je vais finir sur une note d'espoir parce qu'on est tellement dans le creux de la vague. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi on est ici? Parce que on vit une crise internationale, on vit une période inflationniste, il y a de moins en moins d'emplois, on vit une période post-coloniale où voilà, il y a l'émergence dans le paysage de manière visible, voilà, l'islam qui est de plus en plus visible, ce qui n'était pas. Et donc comme on est post-1905, c'est difficile voilà, d'articuler un petit peu tout ça, mais avec le temps ça va rentrer dans l'ordre, et finalement ceux qui essayent de nous rayer du roman national n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas parce que là on est là, aujourd'hui on est pleinement dans la société, on s'intègre, on est intégré, et ça va. Les défis sont immenses devant nous, les défis sont immenses, mais moi je garde espoir et je finirai comme le camarade par une citation citation du député Jaurès qui disait dans son discours à la jeunesse l'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais elle justifie l'invincible espoir. Je vous remercie.